Je regarde mes mains. Elles ne sont plus ce qu'elles étaient. La peau est plus fine. Les veines, plus saillantes. Et un léger tremblement s'installe quand la fatigue me gagne. Pourtant, ces mains ont sauvé des centaines de vies. Ces mains ont tenu des cœurs humains. Ces mains ont suturé des artères plus fines que des allumettes. Et ces mêmes mains n'ont pas su maintenir ma propre famille unie. Renaud et moi avons une maison spacieuse, sinon luxueuse, à Clairvague, une maison de plain pied avec une terrasse qui surplombe l'océan. Nous rêvions autrefois que nos petits-enfants couraient ici. Aujourd'hui, la maison semble trop calme, trop vide. Tu regardes encore tes mains. Renaud entre dans le salon avec 2 tasses de café. Sa posture militaire ne l'a jamais quitté, malgré 15 ans de vie civile. Hélène, arrête de te tourmenter. Je réfléchis, c'est tout, je réponds en prenant la tasse. C'est étrange. Je pouvais tenir le cœur d'un homme entre mes mains, mais je ne peux même pas voir ma petite fille. Ce n'est pas pour toujours. Sa voix est ferme, comme s'il donnait un ordre plutôt qu'une parole de réconfort. Bérénice va se calmer et reprendre ses esprits. Ce sont juste ses hormones postpartum qui lui jouent des tours. Renaud n'a jamais rien compris aux femmes. Pour lui, tout était simple. Il y avait un problème. Il y avait une solution. 25 ans dans les services de renseignement de l'armée lui avaient appris à voir le monde en noir et blanc. Amis et ennemis. Le bien et le mal. Il portait toujours ses Rangers et se réveillait à 5h30 sans réveil. Ce ne sont pas les hormones, dis-je en buvant une gorgée de café. Renaud le fait toujours trop fort. Elle a été très claire. Elle ne veut pas que j'approche le bébé. Que je vais la gâcher, elle aussi. Bérénice a accouché il y a 2 semaines. Une petite fille. Ils l'ont appelée Oé. Je l'ai appris sur Facebook. Ils n'ont même pas appelé leur propre mère. Quand j'ai essayé d'aller à la maternité, on ne m'a même pas laissé entrer dans la chambre. Maman ne veut pas te voir, m'a dit Hugo, son mari, en regardant ailleurs avec ses yeux larmoyants. Il m'a toujours semblé manquer de caractère. Mais à ce moment-là, il était planté devant la porte, inébranlable. Elle a dit que tu gâcherais tout, comme tu le fais toujours, Hélène. Renaud s'assied en face de moi, ses yeux, d'un bleu encore vif malgré son âge, fixés droit devant lui avec dureté. Nous devons faire quelque chose. C'est notre petite fille. Nous avons des droits. Quels droits, Renaud? Légalement, nous n'avons aucun droit sur l'enfant de notre fille majeure. Tu connais la loi. Au diable la loi. Il élève rarement la voix, mais quand il le fait, l'air autour de nous semble crépiter. Je parle de droits moraux. Tu es sa mère. Je suis son père. Quoi que Bérénice puisse penser, nous méritons de voir notre petit-fils. Petite fille. Je corrige automatiquement. Petite fille, concède-t-il. Mais je vois bien que cela n'a pas d'importance pour lui. Il n'a jamais fait de distinction entre nos enfants. Bérénice ou Tristan. Pour lui, c'était simplement des enfants. Un devoir, une mission. C'était peut-être une partie de notre problème. Je me lève et m'approche de la fenêtre. L'océan est agité aujourd'hui. Des vagues gris-vert aux crêtes blanches déferlent sur le rivage. Combien d'opérations ai-je réalisées au son de ces vagues, qui parvenaient jusqu'à moi par la fenêtre ouverte de l'hôpital de Clairvague? Des milliers. J'étais la meilleure chirurgienne cardiaque de toute la côte ouest. 35 ans en salle d'opération. Combien de nuits ai-je passé loin de la maison? Combien d'anniversaires ai-je manqué? Tu te blâmes encore, dit-il. Ce n'est pas une question, mais une affirmation. Renaud m'a toujours lu comme un livre ouvert. N'ai-je pas de quoi me blâmer? Je me tourne vers lui. Regarde la vérité en face, Renaud. Nous avons échoué en tant que parents. J'étais jour et nuit à l'hôpital, et tu as transformé notre maison en base militaire. Nous leur avons tout donné, dit-il, la mâchoire serrée. Une éducation, une discipline, un toit sur la tête. Nous leur avons appris à travailler et à obtenir ce qu'ils veulent. De quoi avaient-ils besoin de plus? Peut-être d'amour. Les mots sortent dans un murmure amer. L'amour, renifle-t-il. Nous les aimons à notre manière. Nous ne les avons pas couvés, bien sûr, mais nous les aimions. Je me souviens du jour où Bérénice avait 7 ans. Elle avait un récital de piano. Elle devait jouer du Chopin. Elle avait répété pendant des mois, et j'étais coincé dans une opération de 13 heures, à tenter de sauver un motard de 19 ans à la cage thoracique écrasée. Quand je suis rentré à la maison, Bérénice dormait déjà.
Renaud m'a dit qu'elle avait pleuré toute la soirée et refusé de dîner. Elle s'en remettra, avait-il dit. La vie n'est pas toujours juste. Plus tôt elle l'apprendra, mieux ce sera. Le lendemain matin, je lui ai apporté un ours en peluche presque aussi grand qu'elle. Elle l'a accepté avec un sourire poli et l'a posé sur une étagère. Je ne l'ai jamais vu jouer avec. Tu te souviens de l'opération Jacob? Je demande soudainement. L'homme politique avec sa maladie cardiaque. Bien sûr, hoche Renaud. C'était ton opération la plus célèbre. 18 heures au bloc. Tu as fait la une de toutes les chaînes d'infos. C'était le jour de la remise des diplômes du bac de Tristan. Renaud se tait. Il se souvient. Bien sûr qu'il se souvient. Il était assis là, seul, alors que les autres jeunes étaient avec leurs 2 parents. Tristan ne me l'a jamais pardonné. Tu ne t'es jamais soucié de nous, m'a-t-il dit 2 ans plus tard. Tes patients ont toujours été plus importants. Avait-il raison? Oui, probablement. La salle d'opération m'offrait ce que ma famille ne pouvait pas m'offrir. Un contrôle absolu. Tout dépendait de ma compétence, de mes décisions, de mes mains. Les enfants, c'était le chaos. Incontrôlable, imprévisible. Et je détestais l'imprévisibilité. Nous avons fait ce que nous pensions juste, Hélène, dit Renaud en s'approchant et en posant sa main sur mon épaule. Sa paume est lourde et chaude. Tu sauvais des vies. Je défendais le pays. Nous n'étions pas des parents parfaits, mais nous ne méritons pas ça. Je couvre sa main de la mienne. Nous sommes ensemble depuis 40 ans. Il n'a pas été un mari parfait. Trop dur, trop direct, parfois simplement insupportable. Mais il a toujours été là, même quand je ne savais pas que j'avais besoin de soutien. Parfois, je pense que... Je commence, mais la sonnerie du téléphone m'interrompt. Renaud retire sa main de mon épaule et va répondre. Son visage se fige quand il voit le nom sur l'écran. C'est Tristan, dit-il en me tendant le téléphone. Mon fils appelle rarement, généralement seulement pour les fêtes ou quand il a besoin de quelque chose. Je prends le téléphone avec une certaine appréhension. Tristan. Bonjour, mon fils. Salut, maman. Sa voix est tendue. Comment ça va? Bien. Je réponds automatiquement. Et toi? Le travail? Tout va bien. Écoute. Il fait une pause, et je sais déjà que la conversation ne sera pas agréable. Je t'appelle à propos de Bérénice. Elle a dit que tu essayais de t'introduire chez elle. Quoi? Je suis abasourdi. Je ne sais même pas où elle habite maintenant. Ils ont déménagé le mois dernier sans nous donner leur nouvelle adresse. Maman, ne commence pas. Sa voix se fait plus froide. Elle a dit que tu les avais appelés 20 fois par jour et que tu les menaçais de débarquer. C'est faux. Je sens le sang me monter au visage. Je n'ai appelé que 3 fois en 2 semaines, juste pour savoir comment ils allaient. Je n'ai même pas insisté pour venir. Écoute. Tristan soupire, et j'entends dans ce soupir l'épuisement de quelqu'un forcé d'expliquer l'évidence à un enfant. Bérénice vient d'accoucher. Elle traverse une période difficile. La dernière chose dont elle a besoin, c'est de stress. Et toi, tu as toujours été une source de stress, maman. Ces mots me cinglent comme un coup de fouet. Une source de stress? Moi. Je veux juste voir ma petite fille. Ma voix tremble, et je me déteste pour cette faiblesse. C'est trop demandé. La question n'est pas là. Et tu le sais très bien. Il a l'air irrité. Bérénice ne veut pas que tu influences Oé comme tu nous as influencés. Elle a peur que tu... Il s'interrompt. Que je fasse quoi? Je serre le téléphone plus fort. Finis ta phrase, Tristan. Que tu la brises émotionnellement comme tu nous as brisés, lâche-t-il. Avec tes exigences sans fin, tes jugements froids, ton absence quand on avait besoin de toi. La pièce se met à tourner. Je m'assieds sur le canapé pour ne pas tomber. Je ne comprends pas. Ma voix semble lointaine. Je vous aimais. Je travaillais pour vous. Tout ce que je faisais, c'était pour vous. Pour ton ego, m'interrompt Tristan. Pour ta carrière. Bérénice et moi n'étions que des accessoires à ta vie parfaite de chirurgienne à succès. Des enfants de standing pour une femme de standing. Renaud me prend le téléphone des mains. Je ne résiste même pas. Son visage devient d'un calme effrayant. Je connais cette expression. C'est ainsi qu'il est quand il est vraiment en colère. Écoute-moi bien, mon fils. Sa voix est basse,
ce qui la rend encore plus effrayante. Tu ne parles pas à ta mère sur ce ton. Quoi que ta sœur et toi puissiez penser, elle mérite le respect. Maintenant, tu vas dire à Bérénice que si elle ne nous laisse pas voir notre petite fille bientôt, nous trouverons un moyen de régler ce problème, et ça ne lui plaira pas. Il raccroche sans attendre de réponse. Ses mains tremblent légèrement, seul signe de sa colère. Qu'est-ce que tu as fait? Je le regarde avec des yeux écarquillés. Tu viens de menacer notre fils. Je l'ai remis à sa place, rétorque Renaud. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et c'est quoi cette histoire de briser émotionnellement? C'est quoi ces bêtises? Tu as été une mère formidable, compte tenu des circonstances. Compte tenu des circonstances, je répète, et soudain, je me mets à rire. Un rire amer et strident. Exactement. Compte tenu des circonstances. Et s'il n'y avait pas de qualificatif? Ai-je été une bonne mère, tout court? Renaud ne répond pas. Il n'aime pas ce genre de conversation. Pour lui, la réflexion est un signe de faiblesse. Tu sais, parfois je me dis, je regarde mes mains, ces mains de chirurgienne qui ont tenu des cœurs humains, qu'il était plus facile pour moi d'ouvrir une cage thoracique que de serrer mes propres enfants dans mes bras. Il fronce les sourcils. Tu exagères. Non. Je secoue la tête. Je me souviens quand Bérénice est rentrée de CM2 avec un dessin. Elle avait dessiné notre famille. Tu sais comment elle m'avait représenté? Comme un robot avec un scalpel à la place de la main. Et elle s'était dessinée en train de pleurer. Fantasme d'enfant, balai Renaud. Elle a toujours été trop sensible. Ne balai pas ça d'un revers de main. J'élève rarement la voix, mais là, je ne peux plus me retenir. Notre fille me voyait comme un robot insensible, et maintenant elle ne veut pas de moi près de son enfant. Ce ne sont pas des fantasmes, Renaud. C'est la réalité à laquelle nous devons faire face. Il reste silencieux un instant, puis se dirige vers le bar et se verse un whisky. Il fait toujours ça quand il ne sait pas quoi dire. Qu'est-ce que tu suggères? Demande-t-il enfin, en buvant une gorgée. Abandonner? Oublier que nous avons une petite fille? Non, dis-je en me levant et en m'approchant de lui. Mais les menaces ne nous mèneront nulle part. Nous devons essayer de les comprendre, et peut-être admettre qu'ils n'ont pas entièrement tort à notre sujet. Renaud me regarde comme si je l'avais trahi. Alors, tu es d'accord avec eux? Tu penses que nous avons été de mauvais parents? Je pense que nous avons été des parents qui ont fait ce qu'ils pensaient être juste, dis-je prudemment. Mais peut-être que ce qui nous semblait juste à nous n'était pas juste pour eux. Le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est un SMS. Je prends le téléphone et lis. Astérisque maman, c'est Bérénice. Tristan a dit que papa l'a menacé. C'est la goutte d'eau. Ne nous appelez plus. Je ne veux pas que vous fassiez partie de la vie de Zoé. Vous êtes toxique. Vous êtes une honte pour notre famille. Toute ta vie, tu n'as pensé qu'à toi, et maintenant tu veux jouer à la grand-mère aimante. Oublie. Tu n'es pas digne d'être la grand-mère de mon enfant, astérisque je m'effondre dans un fauteuil, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Toutes ces années, j'ai cru tout faire correctement. Je sauvais des vies. Je subvenais aux besoins de ma famille. J'étais un modèle pour mes enfants. Une femme forte, indépendante, dans un monde d'hommes. Je pensais qu'ils étaient fiers de moi. Et eux, ils me détestent. Qu'est-ce qu'il y a? Renaud me prend le téléphone et lit le message. Son visage s'assombrit. Ça dépasse les bornes. Je ne la laisserai pas te parler comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Je demande, lasse. La forcer à m'aimer. La forcer à me respecter, s'il le faut, dit-il en claquant son verre de whisky sur la table si fort qu'il se renverse. Il y a des moyens de régler ce problème, Hélène. Légaux et moins légaux. J'ai encore des contacts. De quoi tu parles? Je le regarde avec horreur. Renaud, c'est notre fille. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je dois faire. Ses yeux deviennent froids et déterminés. Je ne laisserai personne, pas même nos enfants, t'humilier. Et je verrai ma petite fille, que ça leur plaise ou non. Je connais ce regard. Renaud a pris sa décision. Et rien ne pourra le faire changer d'avis. La dernière fois que j'ai vu cette expression sur son visage, c'était quand Bérénice s'était enfuie avec un type à moto à 17 ans. Renaud les avait retrouvés 2 jours plus tard et avait littéralement jeté le garçon sur le capot d'une voiture de police, l'accusant de détournement de mineurs. Bérénice ne lui a pas parlé pendant 6 mois après ça. Qu'est-ce que tu prépares,
je demande, sentant un malaise grandissant. Ne t'inquiète pas pour ça, dit-il en ajustant le col de sa chemise, un autre geste militaire. Fais-moi juste confiance. Je vais m'occuper de tout. À cet instant, je réalise que je suis à la croisée des chemins. Je peux laisser Renaud faire ce qu'il veut, durement, peut-être même dangereusement. Ou je peux essayer de trouver une autre voie. Une voie qui n'éloignera pas encore plus nos enfants. Donne-moi un peu de temps, dis-je en lui prenant la main. Laisse-moi essayer à ma manière. Sans menace, sans pression. Et combien de temps vas-tu attendre? Il me regarde avec scepticisme. Jusqu'à ce que notre petite fille aille à l'université? Non. Je serre sa main plus fort. Donne-moi 2 semaines. Si je n'obtiens aucun progrès, nous ferons à ta manière. Renaud me regarde longuement, puis hoche la tête à contre-cœur. 2 semaines. Pas un jour de plus, Hélène. Je suis sérieux. Je hoche la tête, ressentant à la fois soulagement et peur. Je ne sais pas comment réparer ce qui est brisé depuis des années. Je ne sais pas si je peux prouver à Bérénice que je ne suis pas cette femme robot froide avec un scalpel à la main qu'elle a dessinée enfant. Mais je dois essayer. Pour ma petite fille, que je n'ai jamais rencontrée. Pour ma fille, qui pense que je suis un monstre. Et peut-être pour moi-même, pour enfin comprendre qui je suis vraiment. Une brillante chirurgienne qui a sauvé des vies, ou une mère ratée qui a brisé l'âme de ses propres enfants. Ou peut-être, suis-je les deux à la fois? Astérisque astérisque astérisque. La matinée commence sous la pluie. Assise sur la terrasse, enveloppée dans une couverture, je regarde les gouttes tambouriner sur le toit. Par ce temps, mes articulations me faisaient toujours mal après de longues heures d'opération. Je suis à la retraite depuis 2 ans, mais mon corps se souvient. 3 jours ont passé depuis cette conversation avec Bérénice. 3 jours que j'essaie de trouver comment réparer ce qui semble irréparable. Comment recoudre une plaie dont les bords se sont trop écartés. Tu devrais l'appeler, dit Renaud en sortant sur la terrasse, une tasse de café à la main. Appelle-la et dis-lui que tu veux parler. Elle a bloqué mon numéro. Je réponds sans me retourner. J'ai essayé hier. Merde. Renaud pose sa tasse sur la table si fort qu'un peu de café se renverse. Alors, va chez elle. Nous ne connaissons pas leur nouvelle adresse. On la trouvera. J'ai des amis à la. Non, je le coupe. Pas d'anciens collègues des renseignements. Pas de surveillance. Ça ne fera qu'empirer les choses. Renaud me regarde, les lèvres pincées en une ligne fine. Il n'a jamais supporté de perdre, même dans les petites choses. 30 ans de service militaire ont fait de lui un homme qui voit le monde comme un champ de bataille, et tout conflit comme une bataille à gagner à tout prix. Alors, que suggères-tu? Demande-t-il enfin. Rester assis à attendre qu'elle daigne nous reparler. Je secoue la tête. J'ai une autre idée. Je vais appeler Mélissa. Mélissa est une amie de Bérénice depuis l'université. Elles sont toujours proches, pour autant que je sache. Peut-être pourra-t-elle servir de médiatrice. Mélissa, cette fille aux cheveux roses, ricane Renaud. Que peut-elle faire? C'est la seule qui parle encore à la fois à Bérénice et à moi, dis-je en buvant une gorgée de Montéfroid. Au moins, ça vaut le coup d'essayer. Renaud secoue la tête, mais ne discute pas. Je sors mon téléphone et compose le numéro de Mélissa. À ma grande surprise, elle répond à la 2e sonnerie. Docteur Covel. Sa voix semble lasse. Mélissa. Bonjour. Je suis désolée de te déranger. Je t'appelle à propos de Bérénice. Elle ne nous laisse pas voir Zoé. Je n'ai même pas vu ma petite fille une seule fois. Un silence se fait à l'autre bout du fil. Puis Mélissa soupire. Je sais. Béré me l'a dit. Mélissa, s'il te plaît. Ma voix tremble, et je déteste cette faiblesse. Parle-lui. Dis-lui que je veux juste voir le bébé. Je ne m'immiscerai pas, je ne critiquerai pas, ou tout ce qu'elle pense que je ferai. Docteur Covel. Sa voix est plus douce, mais j'y entends de la gêne. Je ne pense pas pouvoir aider. Bérénice est très déterminée. Elle dit qu'elle ne veut pas que vous influenciez Zoé comme vous l'avez influencée, elle. Les mots me frappent comme une gifle. Je serre le téléphone plus fort. Et comment, selon elle, l'ai-je influencée? Mélissa hésite. Je ne suis pas à l'aise pour dire ça. S'il te plaît, dis-je en fermant les yeux. J'ai besoin de savoir. Elle dit que tu lui as toujours donné l'impression qu'elle n'était pas assez bien.
Que rien de ce qu'elle faisait n'était jamais assez bien pour toi. Que tu la jugeais toujours froidement, cliniquement, comme une de tes patientes. Je sens une boule se former dans ma gorge. Ai-je vraiment traité ma propre fille de cette façon? Comme un cas clinique? Je me souviens de Bérénice à 15 ans. Elle était rentrée d'un concours de biologie au lycée, 2e place. Elle rayonnait de fierté en me montrant sa médaille d'argent. Et qu'ai-je dit? Pas mal. Vise-leur la prochaine fois. Son visage. C'était comme si une lumière s'était éteinte en elle. Mélissa. Je soupire profondément, essayant de rassembler mes pensées. Je sais que je n'étais pas une mère parfaite. Mais j'aimais mes enfants. Je les aime toujours. Et je veux arranger les choses. Parfois, il est trop tard pour arranger les choses, dit doucement Mélissa. Surtout quand il s'agit d'enfants. Il n'est jamais trop tard pour recoudre une plaie, je réponds automatiquement, comme je le disais à mes internes. Même les plus profondes. Les gens ne sont pas des patients sur une table d'opération, docteur Covell, dit Mélissa, avec pour la première fois une pointe de reproche dans la voix. On ne peut pas juste prendre un scalpel et tout réparer. Après cette conversation, elle promet de parler à Bérénice, mais je sens que c'est sans espoir. Mélissa a raison. On ne répare pas les gens comme on répare des cœurs brisés. Les gens sont bien plus compliqués que ça. Alors, demande Renaud quand je raccroche. Elle parlera à Bérénice, je réponds sans grand enthousiasme. Mais je ne pense pas que ça aidera. Je te l'avais dit. Renaud croise les bras sur sa poitrine. Nous avons besoin de mesures plus drastiques. Comme quoi, je le regarde, las. On peut l'emmener au tribunal, dit-il. Et je vois que cette idée mûrit dans son esprit depuis un certain temps. Dans certains cas, les grands-parents ont des droits de visite. Renaud, tu suggères sérieusement d'attaquer notre propre fille en justice. Que pouvons-nous faire d'autre? Il élève la voix. Attendre qu'elle ait pitié de nous? Elle te ressemble, Hélène. Elle est têtue comme une mule. Elle ne cédera pas. Ces mots me font tressaillir. Astérisque, elle te ressemble astérisque. Est-ce là le problème? Que Bérénice me ressemble trop. Trop têtue? Trop fière? Trop froide? Donne-moi encore un peu de temps, je supplie. Je vais essayer de lui écrire une lettre. Une vraie lettre, sur papier. Peut-être que si je lui explique. Renaud ricane, mais ne discute pas. Il rentre dans la maison, me laissant seul avec la pluie et mes pensées. Je passe toute la journée à essayer d'écrire cette lettre. Je la commence et la déchire des dizaines de fois. Comment expliquer à sa propre fille qu'on l'a aimée, même si on n'a jamais su le montrer? Comment lui dire que chaque garde de nuit à l'hôpital n'était pas une fuite de sa famille, mais une tentative de rendre le monde meilleur pour elle, pour tout le monde? Le soir, je parviens enfin à écrire quelque chose qui semble sincère. Je relis la lettre plusieurs fois, puis la mets dans une enveloppe et écris l'adresse de l'hôpital où travaille Bérénice. Au moins, je peux envoyer la lettre là-bas. Le lendemain, je vais à la poste et j'envoie l'enveloppe. Je ressens un étrange soulagement, comme si je venais de terminer une opération particulièrement difficile. Peut-être que ça marchera. Peut-être que Bérénice lira mes mots et comprendra. Mais 3 jours plus tard, l'enveloppe revient, non ouverte. Elle porte un tampon qui dit « Refusez PAR le destinataire ». Je reste assise dans la cuisine, à regarder l'enveloppe non ouverte, et je sens quelque chose se briser complètement en moi. Elle n'a même pas voulu lire mes mots. Elle a décidé que je n'étais même pas digne d'être entendue. Renaud me trouve là 1 heure plus tard, toujours assise avec l'enveloppe entre les mains. « Qu'est-ce que c'est » demande-t-il, bien que je sois sûre qu'il le sache déjà. « C'est ma lettre à Bérénice » dis-je doucement. Elle a refusé de l'accepter. Renaud prend l'enveloppe de mes mains, regarde le tampon, et son visage s'assombrit. « Ça suffit » dit-il sur un ton qui n'admet aucune réplique. « Je t'ai donné une chance de faire les choses à ta manière. Maintenant, on les fait à ma manière. » « Qu'est-ce que tu prévois ?» je demande, mal à l'aise. « D'abord, on trouve leur adresse » répond-il en sortant son téléphone. « J'ai un ami à la gendarmerie de Clairvague. Il peut faire une recherche. »« Renaud, c'est illégal. »« Ce n'est pas illégal s'il y a un motif d'inquiétude, » rétorque-t-il. « Et nous en avons un. Nous n'avons pas vu notre fille et notre petite-fille nouveau-née depuis près d'1 mois. Nous sommes inquiets pour leur bien-être. C'est de la manipulation et tu le sais, dis-je en me levant, sentant la colère monter en moi. Tu ne peux pas utiliser tes relations pour
Je peux, m'interrompt-il, et je le fais. Hélène, comprends ça une bonne fois pour toutes. Ton approche ne fonctionne pas. Les sentiments tendres, les lettres, les supplications. C'est inutile. Il nous faut de l'action. Quelque chose dans son ton me rappelle une autre conversation. Il y a de nombreuses années. Bérénice avait 14 ans et voulait aller à un concert avec ses amis. J'étais à l'hôpital, à ma 36e heure de garde. Renaud m'avait appelé pour me demander mon avis. Je ne sais pas, Renaud, avais-je dit, lasse. Si tu penses que c'est sûr. Sûr? Avait-il ricané. Bien sûr que ce n'est pas sûr. Une foule d'adolescents à un concert de rock. Il y aura de la drogue, de l'alcool, et Dieu sait quoi d'autre. Alors, dis-lui non, avais-je répondu en jetant un œil à ma montre. J'avais une opération dans 10 minutes. C'est déjà fait, avait-il dit avec suffisance. Elle est hystérique. Elle dit qu'elle nous déteste tous les deux. Elle s'en remettra. J'avais signé le dernier formulaire avant l'opération. Renaud, je dois y aller. J'ai un patient. Bien sûr, avait-il dit avec une note de mépris. Tu as toujours un patient. Tu n'as jamais de temps pour ta propre fille. J'avais raccroché, agacé. Et coupable. Oui, je crois que c'était de la culpabilité. Mais j'avais repoussé ce sentiment. Après tout, je sauvais des vies. N'était-ce pas plus important qu'un concert d'adolescentes? Quand je suis rentrée le lendemain matin, la maison était inhabituellement silencieuse. Renaud m'a dit que Bérénice s'était enfermée dans sa chambre et refusait d'en sortir. Elle mangera quand elle aura faim, avait-il dit avec l'assurance de quelqu'un qui sait comment briser les gens. Ne cède pas à ses caprices. Je suis montée et j'ai frappé à la porte de Bérénice. Pas de réponse. Bérénice, c'est maman. Je veux te parler. Silence, puis une voix étouffée. Va-t'en. Vous n'écoutez jamais. Ce n'est pas vrai. Je me suis appuyée contre la porte. J'écoute. Non. Sa voix était pleine d'amertume. Tu entends, mais tu n'écoutes pas. Il y a une différence. J'ai soupiré. Écoute, pour le concert. Peut-être qu'on pourrait reconsidérer. La porte s'est ouverte brusquement et j'ai vu Bérénice, les yeux rouges de larmes, les cheveux en désordre. Ne fais pas ça, a-t-elle dit entre ses dents serrées. Ne fais pas semblant de t'en soucier. Tu ne sais même pas à quel concert je voulais aller. Tu ne sais pas quel genre de musique j'écoute. Tu ne sais rien de moi. J'ai ouvert la bouche pour argumenter, mais j'ai réalisé qu'elle avait raison. Je ne savais pas. J'avais été si occupée par ma carrière que j'avais oublié d'apprendre à connaître ma propre fille. Bérénice, Non, ne dis rien. Elle a secoué la tête. Va-t'en, c'est tout. Fais ce que tu fais de mieux. Pars. Et elle m'a claqué la porte au nez. Je suis restée là, abasourdie par ces mots. Astérisque fais ce que tu fais de mieux. Par astérisque. Était-ce vraiment comme ça qu'elle me voyait? Comme quelqu'un qui s'enfuit toujours. Quand je suis retournée dans la chambre, j'ai trouvé Renaud en train de lire un magazine militaire. Alors, tu lui as parlé? A-t-il demandé sans lever les yeux. Elle ne veut pas parler, ai-je répondu en m'asseyant sur le bord du lit. Je te l'avais dit. Drame d'adolescente, a-t-il dit en tournant la page. Elle doit comprendre que c'est nous qui fixons les règles dans cette maison. Peut-être qu'il ne s'agit pas des règles, Renaud, ai-je dit doucement. Peut-être qu'elle a juste besoin d'être écoutée. D'être comprise. N'importe quoi, a-t-il lâché. Les enfants ont besoin de limites et de discipline. Toutes ces discussions sur la compréhension et l'écoute, c'est juste de la sensiblerie moderne qui gâte les enfants. Je n'ai pas argumenté. J'étais trop fatiguée après une garde de 36 heures. Je me suis couchée en me persuadant que Renaud avait raison. Après tout, il était à la maison avec les enfants bien plus que moi. Il devait savoir mieux que moi comment s'y prendre. Maintenant, en le regardant planifier d'utiliser ses relations pour retrouver notre fille, je réalise à quel point nous nous sommes trompés tous les deux. Nous n'avons jamais essayé de comprendre nos enfants. Nous avons essayé de les modeler à notre image, disciplinés, rationnels, émotionnellement contenus. Et quand ils ont résisté, nous avons appelé ça des caprices et de l'ingratitude. Renaud, dis-je fermement, je ne te permettrai pas d'utiliser tes relations pour espionner notre fille. C'est mal. Qu'est-ce qui est bien, Hélène? Il me regarde d'un air de défi. Rester les bras croisés et la laisser nous couper de notre petite fille? La laisser t'humilier?
te traiter de toxique? C'est ça qui est bien. Non, mais. Pas de mais. Il élève la voix. Je t'ai donné une chance. Tu as essayé à ta manière et ça n'a pas marché. Maintenant, c'est mon tour. Il sort de la cuisine, me laissant seule avec la lettre non ouverte et le sentiment que la situation est complètement hors de contrôle. Je reste assise là longtemps, me remémorant d'autres fois où j'ai laissé tomber mes enfants. Le 6e anniversaire de Tristan, que j'ai manqué à cause d'une opération d'urgence. La remise des diplômes de Bérénice, où j'étais en retard d'une demi-heure parce que je conseillais un collègue sur un cas difficile. D'innombrables réunions parents-professeurs, pièces de théâtre scolaire, matchs de sport, j'ai manqué tant de choses. Et Renaud, il était là physiquement, mais son style parental. Je me souviens comment il faisait courir Tristan tous les matins, quel que soit le temps. Comment il inspectait la chambre de Bérénice pour la propreté comme si c'était une caserne. Comment il pouvait priver les enfants d'argent de poche pour la moindre violation de ces innombrables règles. Nous pensions tous les deux faire ce qui était le mieux pour nos enfants. Je subvenais à leurs besoins financièrement et j'étais une femme forte. Renaud leur inculquait la discipline et la résilience. Mais nous avons oublié le plus important, être simplement des parents. Écouter, comprendre, les accepter pour ce qu'ils sont, pas pour ce que nous voulions qu'ils soient. Ce soir-là, Renaud rentre à la maison, l'air triomphant. J'ai leur adresse, annonce-t-il en jetant un morceau de papier sur la table. Ils habitent au Haut-Pin, dans un nouveau complexe résidentiel. Comment l'as-tu obtenu, je demande, même si je connais déjà la réponse. Peu importe, dit-il d'un geste de la main. Ce qui compte, c'est que maintenant nous pouvons leur rendre visite. Et que suggères-tu? Débarquer chez eux comme ça? Exactement. Hoche-t-il. Demain. Elle ne pourra pas nous ignorer si nous sommes sur son paillasson. Renaud, c'est une très mauvaise idée. Tu ne feras qu'empirer les choses. Ça ne peut pas être pire, dit-il en croisant les bras sur sa poitrine. Elle a déjà refusé de nous montrer le bébé et t'a traité de toxique. À quel point ça peut être pire? Je sais qu'il a à la fois tort et raison. Ça pourrait être pire. Bien pire. Mais en même temps, je suis fatiguée d'essayer d'établir le contact et de ne rien obtenir. Peut-être que l'approche directe de Renaud est exactement ce qu'il faut. D'accord, j'accepte enfin. Nous irons. Mais pas de menaces, pas de pression. On se contentera de parler. Et si elle nous demande de partir, nous partirons. Promets-le-moi. Renaud me regarde longuement. Puis, à contre-cœur, il hoche la tête. Je promets. Mais seulement si tu promets que c'est la dernière tentative de faire les choses gentiment. Si elle nous rejette à nouveau, nous passerons à des mesures plus décisives. Comme quoi, je le regarde, las. Je déposerai une requête pour les droits des grands-parents, répond-il. Et j'engagerai un détective privé pour trouver des informations compromettantes sur Bérénice et Hugo. Quelque chose que nous pourrons utiliser comme moyen de pression. Renaud. Je suis horrifié. C'est notre fille. Qui nous traite comme des ennemis, rétorque-t-il. Je ne fais que répondre de la même manière. À cet instant, je réalise que Renaud voit vraiment cette situation comme une guerre. Une guerre dans laquelle il y a des gagnants et des perdants, et il n'a pas l'habitude de perdre. Essayons de parler d'abord, dis-je, las. Et ensuite nous déciderons quoi faire. Cette nuit-là, je dors à peine, pensant à la rencontre à venir. Que vais-je dire à Bérénice? Comment vais-je expliquer les années d'absence, la froideur, les critiques? Comment puis-je lui faire comprendre que derrière le masque d'une chirurgienne stricte, il y a toujours eu une mère qui ne savait tout simplement pas comment aimer correctement? Le matin, Renaud et moi montons en voiture et nous dirigeons vers les Haut-Pins. Il conduit, serrant fermement le volant, comme s'il se préparait au combat. Je regarde l'océan par la fenêtre, essayant de calmer mes nerfs. Le complexe résidentiel où vit Bérénice est neuf et cher. Comment peuvent-ils se le permettre? Hugo n'est qu'un mécanicien, et Bérénice est institutrice. Je chasse ces pensées. Ce n'est pas le moment de penser à l'argent. Nous nous garons et nous dirigeons vers la bonne maison. Renaud marche devant, le dos droit comme un i. Je le suis, sentant mon anxiété grandir à chaque pas. Quand nous arrivons à la porte, Renaud appuie sur la sonnette sans hésiter. Je me tiens à côté de lui, les mains serrées, me sentant étrangement vulnérable. Moi, une femme qui a tenu des cœurs humains entre ses mains, j'ai peur d'affronter ma propre fille. La porte s'ouvre et je vois Hugo.
Ses yeux s'écarquillent de surprise, puis se plissent. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demande-t-il froidement. « Nous sommes venus voir notre fille et notre petite-fille, » répond Renaud sur un ton qui n'admet aucune réplique. « Fais-nous entrer, Hugo. » Bérénice ne veut pas vous voir. Hugo s'avance, bloquant partiellement l'entrée. « Surtout pas maintenant, Zoé vient de s'endormir. »« Écoute, gamin. » Renaud fait un pas en avant et je vois ses épaules se tendre, signe qu'il commence à perdre patience. Nous ne partirons pas avant d'avoir parlé à Bérénice. Alors, soit tu nous laisses entrer, soit nous restons ici jusqu'à ce qu'elle sorte. Renaud. Je pose ma main sur son épaule, essayant de le calmer. Puis je me tourne vers Hugo. S'il vous plaît, nous voulons juste parler. 5 minutes, pas plus. Hugo hésite, ne sachant manifestement pas quoi faire. À ce moment-là, Bérénice apparaît derrière lui. Qui est-ce, Hugo ? demande-t-elle, puis se fige en nous voyant. Qu'est-ce que vous faites ici ? Sa voix est froide comme un scalpel. Je regarde ma fille et je me vois. Le même menton têtu, les mêmes yeux déterminés. Mais il y a quelque chose de nouveau en elle. Une dureté dont je ne me souviens pas. Bérénice, je commence, mais elle me coupe. Comment nous avez-vous trouvés ? Elle regarde Renaud d'un air soupçonneux. Tu as utilisé tes relations, n'est-ce pas ? Vous nous avez espionnés ? Peu importe comment nous vous avons trouvés, répond Renaud. Ce qui compte, c'est pourquoi nous avons dû le faire. Pourquoi vous cachez-vous de vos propres parents ? Pourquoi ne nous laissez-vous pas voir notre petite fille ? Parce que je ne veux pas que vous fassiez partie de sa vie, répond Bérénice sans hésiter. Je ne veux pas qu'elle grandisse avec les mêmes insécurités que moi, avec le même sentiment qu'elle ne sera jamais assez bien. Ces mots frappent plus fort qu'une gifle. Je fais un pas en avant. Bérénice, s'il te plaît, parlons. Je comprends que je n'étais pas la meilleure des mères, mais pas la meilleure ? Elle rit amèrement. Tu as été une mère épouvantable. Tu as toujours fait passer ta carrière avant nous. Tu as manqué tous les moments importants de ma vie. Et quand tu étais là, tu ne faisais que critiquer et pointer mes défauts. Ce n'est pas juste, intervient Renaud. Ta mère sauvait des vies. Elle faisait un travail important. Et être une mère, ce n'est pas un travail important. Bérénice se tourne vers lui. Et toi, tu ne vaux pas mieux. Tes règles sans fin, ta discipline militaire. Tu nous as traités comme des recrues, pas comme des enfants. Renaud rougit de colère. Nous avons fait de notre mieux. Nous vous avons donné, à toi et à ton frère, une éducation, des opportunités que nous n'avons jamais eues. Vous nous avez tout donné, sauf de l'amour, répond doucement Bérénice. Et maintenant, vous voulez faire partie de la vie de Zoé. Pourquoi ? Pour l'élever de la même manière ? Bérénice. Je sens les larmes monter à mes yeux. Je t'ai aimé. Je t'ai toujours aimé. C'est juste que, je ne savais pas comment le montrer. C'est trop tard pour ça, maman. Elle secoue la tête. C'est trop tard. À ce moment-là, un cri d'enfant vient de l'intérieur de la maison. Bérénice se tend. Je dois aller voir ma fille. S'il vous plaît, partez. Bérénice. Renaud fait un pas en avant. Tu ne peux pas juste. Je peux. Elle recule dans la maison. Et si vous ne partez pas, j'appelle la gendarmerie. C'est une propriété privée, et vous n'êtes pas les bienvenus ici. Sur ce, elle ferme la porte, nous laissant debout sur le seuil. Renaud fixe la porte fermée, le visage tordu de colère et de douleur. Voilà pour ça, dit-il amèrement. Je t'avais dit que c'était inutile. Je ne réponds pas. Je regarde la porte et je pense à ce qui se trouve derrière. Ma petite fille, que je n'ai jamais rencontrée, et ma fille, qui pense que je ne sais pas aimer. Et le pire, c'est qu'elle a peut-être raison. Astérisque 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 après ma visite désastreuse chez Bérénice, je me sens anéanti. Renaud ne m'a pas parlé depuis 2 jours, me reprochant de ne pas avoir soutenu son approche plus dure. Si tu m'avais laissé faire à ma manière, nous verrions notre petite fille à l'heure qu'il est, m'a-t-il lancé hier avant de partir pour sa course quotidienne. Peut-être a-t-il raison. Peut-être suis-je trop molle. Mais comment choisir entre respecter les limites de ma fille et vouloir voir ma petite fille ? La médecine ne m'a jamais confrontée à des dilemmes éthiques aussi difficiles. Aujourd'hui, je décide de me changer les idées et d'aller au supermarché. C'est une activité de routine, rien de spécial, juste un moyen de sortir de cette maison où chaque coin me rappelle la discorde familiale. Je marche entre les rayons,
mettant machinalement dans le chariot des produits dont nous n'avons même pas besoin. Docteur Covell. Une voix claire me tire de ma rêverie. C'est bien vous. Je lève les yeux et vois une jeune femme aux cheveux roux. Il me faut une seconde pour la reconnaître. Emma. Je souris. Emma Price. Oui, c'est moi. Elle me sourit en retour. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Comment allez-vous? Emma est une autre amie de Bérénice du lycée. Elle n'était pas aussi proche qu'elle l'était de Mélissa, mais elle se voyait assez souvent. Je vais bien, ça va, je réponds, me demandant si elle est au courant pour Bérénice. Et vous? Toujours au centre pédiatrique? Oui, depuis 7 ans maintenant. Oh Emma. J'adore mon travail. D'ailleurs, j'ai entendu dire que Bérénice avait eu une petite fille. Vous devez être si heureuse d'être grand-mère. À son sourire sincère, je comprends qu'elle n'est pas au courant de notre conflit. Elle s'attend à ce que je m'extasie sur ma petite fille, que je lui montre des photos sur mon téléphone, que je lui raconte les histoires habituelles de grand-mère. Les mots restent coincés dans ma gorge. Je n'ai pas encore vu le bébé. Emma me regarde, confuse. Vraiment? Mais elle a presque 1 mois. Bérénice ne veut pas que je voie le bébé, dis-je. Les mots sont amers et maladroits. Oh! Emma ne sait manifestement pas quoi dire. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Nous restons dans un silence gêné au milieu du rayon des fruits et légumes. Je suis sur le point de dire poliment au revoir et de partir quand Emma demande soudainement. C'est à cause de toute cette situation étrange avec la naissance. Je me fige. Quelle situation étrange? Emma a l'air embarrassée, comme si elle avait dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Je pensais que vous saviez. Je suis désolée. Peut-être que je me trompe. Emma. Je lui prends la main, sentant un frisson soudain m'envahir. S'il vous plaît, dites-moi ce qu'il y avait d'étrange à propos de la naissance de Zoé. Elle regarde autour d'elle comme si elle avait peur que quelqu'un l'écoute. Je travaille dans le même centre pédiatrique où Bérénice a emmené Zoé pour son premier bilan. Je ne devrais pas parler de ça, mais j'ai accidentellement vu ses résultats d'analyse. Et j'essaie de paraître calme, même si mon cœur s'emballe. Le bébé est de rhésus négatif, dit doucement Emma. Et Bérénice est de rhésus positif. Je le sais parce que nous avions fait tester notre groupe sanguin ensemble avant le bac. La partie médicale de mon cerveau s'active immédiatement. Et Hugo, je demande. Quel est son rhésus? Je ne suis pas sûre, Emma. Mais quand j'en ai parlé à Bérénice, elle a réagi très étrangement. Elle a dit que ça devait être une erreur et a rapidement changé de sujet. Le lendemain, elle a transféré le bébé dans une autre clinique. Mon cerveau tourne à plein régime. Bien sûr, il est possible pour un bébé d'être rhésus négatif si la mère est rhésus positif et le père rhésus négatif, mais c'est rare, étant donné que seulement 15% de la population est rhésus négatif. Et pourquoi Bérénice a-t-elle réagi ainsi? Pourquoi a-t-elle changé de clinique? Peut-être que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, continue Emma, mais ça me semble étrange. Et il y a autre chose. Quoi? Je peux à peine contenir mon excitation. Bérénice a fait un test génétique pendant sa grossesse, un test assez cher et complet. Et après, elle était très contrariée. Je lui ai demandé si tout allait bien avec le bébé, mais elle a dit que tout allait bien. Pourtant, elle avait l'air effrayée. C'était quand? Je demande, essayant de reconstituer le puzzle. Environ 1 mois avant d'accoucher, répond Emma. C'était une étrange coïncidence. Je l'ai croisée au laboratoire quand elle récupérait les résultats. Elle était tellement absorbée par sa lecture qu'elle ne m'a même pas remarqué au début. Quand elle l'a fait, elle a rapidement caché les papiers et a dit que c'était juste un contrôle de routine. Une vague idée commence à se former dans ma tête. Un test génétique, une réaction étrange au facteur rhésus, une décision soudaine de nous couper du bébé. Merci, Emma, dis-je en lui serrant la main. Tu n'as pas idée à quel point cela signifie pour moi. J'espère que les choses s'arrangeront entre vous et Bérénice, dit-elle avec un sourire incertain. Elle parlait beaucoup de vous, vous savez, au lycée. Elle était si fière que sa mère soit une célèbre chirurgienne. Ces mots me prennent par surprise. Bérénice était fière de moi? Quand? Comment? Elle a toujours semblé si blessée, si distante. Vraiment? Je demande, incapable de cacher ma surprise. Bien sûr, Emma. Elle racontait à tout le monde comment vous sauviez des vies.
Elle voulait même devenir médecin comme vous. Mais ensuite, quelque chose a changé. Je crois que c'est après cette histoire avec James. James. Je ne me souviens d'aucun James. Emma me regarde avec une légère surprise. Son petit ami en terminale. Ils sont sortis ensemble pendant presque un an. Je pensais que vous saviez. Et là, je réalise que je ne sais pas. Je n'avais aucune idée que ma fille avait eu un petit ami sérieux en terminale. Une année entière. Et je ne me souviens même pas de son nom. Mon Dieu, j'étais si aveugle. Nous nous disons au revoir à Emma et échangeons nos numéros. Je promets de l'appeler s'il y a des nouvelles de Bérénice. Tout le long du chemin du retour, je pense à ce que j'ai appris. Quelque chose ne colle pas. Qu'est-ce que Bérénice a découvert exactement dans ce test génétique? Et pourquoi cela l'a-t-il poussé à nous exclure? Quand je rentre à la maison, je trouve Renaud dans son bureau. Il est assis à son bureau, triant des papiers. « Où étais-tu » demande-t-il sans lever les yeux. « Au magasin », je réponds en m'asseyant en face de lui. Et j'ai rencontré Emma Price, l'amie de Bérénice. Cela capte son attention. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Je lui raconte notre conversation, sans omettre aucun détail sur le facteur Rhésus et le test génétique. Renaud écoute attentivement, les yeux se plissant quand je mentionne la réaction étrange de Bérénice au résultat du test. « Qu'en penses-tu » je demande quand j'ai fini. Renaud tambourine ses doigts sur la table, une habitude qu'il a quand il réfléchit intensément. « Je pense qu'Hugo n'est peut-être pas le père de l'enfant, dit-il finalement. Et Bérénice l'a découvert grâce au test génétique. J'y avais déjà pensé, mais l'entendre à voix haute est quand même choquant. Mais pourquoi s'éloignerait-elle de nous, je demande. Même si le bébé n'est pas d'Hugo, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Peut-être qu'elle a peur que nous le découvrions, suggère Renaud. Que nous la jugions. C'est absurde, je secoue la tête. Même si c'est vrai, nous ne le ferions jamais, interrompt Renaud. Mais elle peut penser différemment, surtout compte tenu de nos méthodes parentales. À ce moment, quelque chose change entre nous. Pour la première fois, Renaud admet indirectement que peut-être, nous n'avons pas été les meilleurs parents. Que notre rigueur, notre désir de perfection, ont pu laisser des cicatrices. Que suggères-tu? Je demande doucement. Renaud se lève et se dirige vers la fenêtre. J'ai une idée, mais elle ne te plaira peut-être pas. Vas-y, dis-je, me préparant au pire. Un test ADN, dit-il en se tournant vers moi. Nous pouvons faire un test ADN et savoir si elle est notre petite fille. Quoi? Je suis sous le choc. Renaud, c'est de la folie. Comment imagines-tu faire ça? On ne peut même pas s'approcher de l'enfant, encore moins prélever un échantillon d'ADN. Il y a des moyens, répond-il calmement. Tout ce dont on a besoin pour le test, c'est de la salive, des cheveux, n'importe quoi avec de l'ADN. Peut-être une tétine qu'elle a fait tomber quelque part. Ou une couche. Tu suggères que nous volions la couche de notre petite fille. Je n'en crois pas mes oreilles. Ça va trop loin, Renaud. Que suggères-tu? Il élève la voix. Rester assis à attendre que Bérénice ait pitié de nous? Ça n'arrivera peut-être jamais. Et si l'enfant n'est vraiment pas d'Hugo, si elle le cache, ça change tout. Comment? Je me lève, sentant la colère monter en moi. Comment ça change la situation? Même si elle n'est pas biologiquement notre petite fille, Bérénice est notre fille et elle a choisi d'élever cet enfant. C'est suffisant. Pas devant un tribunal, rétorque Renaud. Si nous déposons une demande de droit des grands-parents, la parenté biologique importera. Je regarde mon mari et je le vois soudain d'un œil nouveau. Cet homme, avec qui j'ai vécu pendant 40 ans, est prêt à utiliser un test ADN contre sa propre fille. Il est prêt à transformer un conflit familial en bataille judiciaire. Je ne participerai pas à ça, dis-je fermement. C'est mal. Ce qui est mal, c'est que notre fille nous refuse l'opportunité de voir. Notre petite fille, insiste Renaud. Ce qui est mal, c'est qu'elle nous accuse d'avoir ruiné son enfance alors que nous avons tout fait pour elle. Vraiment tout. La question m'échappe avant que je puisse réfléchir. Renaud se fige. Que veux-tu dire? Je veux dire, dis-je lentement, que peut-être Bérénice a raison. Peut-être que nous n'avons pas été les meilleurs parents. J'étais toujours à l'hôpital. Tu exigeais une discipline militaire des enfants. Nous leur avons rarement dit que nous les aimions. Nous l'avons rarement montré. Nous leur avons tout donné, répète Renaud sa phrase favorite,
mais cette fois, elle ne sonne pas si confiante. Tout, sauf ce dont ils avaient le plus besoin, je m'oppose. Un amour inconditionnel, de l'acceptation, du soutien. Renaud reste silencieux, fixant la fenêtre. Je peux voir à quel point ses épaules sont tendues, à quel point ses poings sont serrés. Il se bat avec lui-même, avec sa fierté, avec son entêtement. Je pense toujours qu'un test ADN est une bonne idée, dit-il finalement. Mais je ne le ferai pas sans ton consentement. C'est un progrès. Avant, il l'aurait juste fait à sa manière. Donnons-nous un peu de temps pour y réfléchir, je suggère. Cette information d'Emma change beaucoup de choses. Mais avant de prendre une mesure aussi grave qu'un test ADN, nous devons être sûrs que c'est la seule issue. Renaud hoche la tête. Bien que je vois qu'il n'est pas entièrement convaincu, il a toujours été un homme d'action. La procrastination est pour lui une douleur quasi physique. Les jours suivants se passent dans un silence tendu. J'essaie de contacter Bérénice. J'appelle l'école où elle travaille. J'envoie des lettres à son adresse e-mail professionnelle. Aucune réponse. Renaud vaque à ses occupations, mais je sais qu'il observe, attendant que j'admette qu'il avait raison. Le 4e jour après avoir rencontré Emma, je décide de prendre une mesure désespérée. Je conduis jusqu'à l'école où travaille Bérénice, espérant la surprendre après les cours. Je sais que c'est risqué, qu'elle pourrait le voir comme du harcèlement, mais je dois lui parler. Je dois lui poser des questions sur le test génétique, sur ce qu'elle cache. Je me gare près de l'école et j'attends. La cloche sonne et les enfants commencent à sortir du bâtiment. Après un moment, je vois Bérénice se diriger vers le parking, tenant une pile de cahiers. Je sors de la voiture et me dirige vers elle. Bérénice. Je crie quand elle est à environ 3 mètres. Elle se retourne et son visage se fige instantanément. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-elle froidement. « Je t'ai demandé de ne pas me suivre. »« Je ne te suis pas, » dis-je en me rapprochant. « Je veux juste parler. 5 minutes, pas plus. »« Nous n'avons rien à nous dire, » dit-elle en se tournant pour partir. « Je suis au courant pour le test génétique. » Les mots m'échappent avant que je puisse réfléchir. Bérénice se fige. Elle se retourne lentement pour me faire face, et je vois quelque chose de nouveau dans ses yeux. La peur. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a-t-elle demandé doucement. « Je sais que tu as fait un test génétique approfondi pendant ta grossesse, » dis-je, décidant d'aller jusqu'au bout. « Et que tu en as été contrarié. Qu'est-ce que tu caches, Bérénice ? Que disaient les résultats ?» Son visage pâlit, puis se colore de colère. « Tu m'as espionné ? Tu as fouillé dans mes dossiers médicaux ? Est-ce même légal, sachant que tu n'exerces plus ? » Non, bien sûr que non, dis-je, choqué par sa supposition. J'ai rencontré Emma au supermarché. Elle t'a vu au laboratoire et elle a décidé de te raconter mes informations médicales personnelles. Bérénice serre ses cahiers si fort que ses phalanges blanchissent. Génial. Vraiment génial. Bérénice. Je fais un pas vers elle. Quoi que disent ces résultats, nous pouvons en parler. Je suis ta mère. Je serai toujours de ton côté. De mon côté. Elle rit, mais il n'y a aucune joie là-dedans. Tu n'as jamais été de mon côté, maman. Tu as toujours été du côté de ta carrière, de tes patients, de tes ambitions. Et maintenant que j'ai ma propre famille, tu as soudain décidé d'être une mère et une grand-mère attentionnée. Je me suis toujours soucié de toi, dis-je, sentant les larmes monter dans ma gorge. Je ne savais juste pas comment le montrer. Arrête. Elle lève la main, m'arrêtant. Pas de confession tardive. Je suis une femme adulte avec ma propre vie, et j'ai décidé que papa et toi n'en feraient pas partie. Point final. Et Zoé, je demande. Elle mérite de connaître ses grands-parents. Elle ne manque de rien, dit sèchement Bérénice. Elle n'a pas besoin d'une grand-mère qui jugera chacun de ses mouvements et d'un grand-père qui l'adressera comme un soldat. Ces mots font mal, mais j'essaie de ne pas le montrer. Les gens changent, Bérénice. Ton père et moi ne sommes plus les mêmes personnes que lorsque nous vous élevions, Tristan et toi. Vraiment. Elle me regarde avec scepticisme. Alors pourquoi m'as-tu traqué ? Pourquoi es-tu venu chez moi sans y être invité ? Pourquoi m'espionnes-tu devant mon école en ce moment même ? C'est comme ça que se comportent les gens qui ont changé ? Elle a raison. Et je ne sais pas quoi répondre. Nous ne nous sommes pas très bien comportés. Mais avions-nous le choix ? Nous voulons juste faire partie de ta vie, dis-je doucement. Une partie de la vie de Zoé.
C'est impossible. Bérénice secoue la tête. Trop de temps a passé. Trop de. Elle s'interrompt. Trop de quoi? Je demande, sentant que nous arrivons à quelque chose d'important. Ça n'a pas d'importance. Elle jette un œil à sa montre. Je dois y aller. Je dois aller chercher Oé à la crèche. Elle n'a qu'un mois, je remarque avec surprise. Quelle crèche? Bérénice se fige, réalisant son lapsus. Je voulais dire la nounou. La nounou temporaire. Mais je vois qu'elle ment. Zoé n'a pas de nounou, et elle n'a probablement pas un mois. Qu'est-ce qui se passe ici, Bérénice? Je la regarde droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu caches? Est-ce que ça a un rapport avec le test génétique? Avec le père de l'enfant? Assez! Crie-t-elle presque. Assez de ces questions. Tu n'as aucun droit de te mêler de ma vie. Laisse-moi tranquille, ou j'obtiendrai une ordonnance restrictive. Sur ce, elle se dirige rapidement vers sa voiture, presque en courant. Je reste là, abasourdi par sa réaction. Quelque chose ne va vraiment pas ici. Quelque chose qui effraie tellement Bérénice qu'elle est prête à nous exclure complètement de sa vie. Sur le chemin du retour, je ne peux m'empêcher de penser à tout ce que j'ai appris. La remarque sur la crèche, la réaction étrange à la question sur le test génétique, la peur dans ses yeux quand j'ai mentionné le père de l'enfant. Tout cela s'ajoute à une image que je ne peux pas encore bien distinguer, mais qui me perturbe. À la maison, Renaud m'accueille avec empressement. Alors, comment ça s'est passé? Je lui raconte la rencontre, sans omettre aucun détail. Son visage devient de plus en plus pensif. Elle cache quelque chose, dit-il quand j'ai fini. Quelque chose de grave, et ça a un rapport avec l'enfant. Je sais, je hoche la tête. Mais quoi? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Renaud me regarde d'un air significatif. Un test ADN. Je regarde mon mari, résistant toujours à l'idée. Mais après la rencontre d'aujourd'hui avec Bérénice, après sa réaction étrange et ses mensonges évidents, c'est peut-être vraiment le seul moyen de découvrir la vérité. Comment suggères-tu que nous fassions ça? Je demande enfin. On ne peut même pas s'approcher de l'enfant. J'ai tout prévu. Renaud a l'air presque satisfait. Nous n'avons pas besoin d'un échantillon de l'ADN de l'enfant. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de notre ADN et de celui de Bérénice. Mais comment allons-nous obtenir l'ADN de Bérénice? Je ne comprends toujours pas son plan. J'ai sa vieille brosse à dents, dit Renaud. Elle l'a laissée quand elle est restée chez nous l'année dernière. Je l'ai trouvée dans le tiroir de la salle de bain. Et tu l'as gardée? Je suis surprise. Pas exprès, hausse Renaud. Je ne l'ai juste pas jetée. Et maintenant, elle peut nous aider. Je reste assise en silence, réfléchissant à ses paroles. Un test ADN sans le consentement de Bérénice. Cela semble une telle invasion de sa vie privée. Si mal. Mais après la rencontre d'aujourd'hui, après tous ces événements étranges, c'est peut-être justifié. Et si nous découvrons quelque chose que nous ne voulons pas savoir? Ai-je demandé doucement. Quelque chose qui changera tout. Alors nous ferons face à la réalité, pas à des suppositions, répond fermement Renaud. Mieux vaut une vérité amère qu'un mensonge réconfortant. C'est ce que tu as toujours dit à tes patients. Tu te souviens? Il a raison. En tant que médecin, j'ai toujours préféré la vérité, même les plus dures. La connaissance, c'est le pouvoir. La connaissance permet d'agir. D'accord, dis-je après une longue pause. Faisons le test. Renaud hoche la tête avec satisfaction. J'enverrai les échantillons demain. Nous aurons les résultats dans une semaine. Je hoche la tête, me sentant étrangement engourdi. La décision est prise. Nous franchissons une ligne que je n'aurais jamais pensé franchir. Nous allons secrètement tester l'ADN de notre propre fille. Mais si c'est le seul moyen de savoir ce qu'elle cache, si c'est le seul moyen de réunir notre famille, avons-nous vraiment le choix? Au fond de moi, je sais que ce test pourrait tout changer. Il pourrait nous donner des réponses, mais ces réponses pourraient ne pas être celles que nous sommes prêts à entendre. Cependant, il n'y a pas de retour en arrière. Le diagnostic doit être posé, même s'il est dévastateur. Astérisque 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 l'attente est le pire des tests pour un médecin. En 35 ans de pratique chirurgicale, j'ai appris à prendre des décisions en une fraction de seconde, à agir rapidement et de manière décisive. Mais maintenant, tout ce que je peux faire, c'est attendre. Attendre les résultats d'un test qui pourrait tout changer.
Renaud a envoyé les échantillons à un laboratoire privé. Notre ADN est celui de Bérénice. On nous a promis des résultats en une semaine. 7 jours qui se sont étirés en une éternité. J'ai essayé de me distraire, en lisant des revues médicales, en faisant de longues promenades le long de l'océan, en triant même de vieux albums photos. Sur l'une des photos, Bérénice a environ 8 ans, avec des cheveux roux tressés en natte et des taches de rousseur sur le nez. Je fixe cette photo pendant un long moment. Mes cheveux sont foncés, et ceux de Renaud aussi. D'où lui venait cette teinte rousse? J'ai toujours pensé que ça venait de ma grand-mère maternelle. Mais si. Non. Je chasse ces pensées. C'est juste une coïncidence, juste la génétique. Renaud agit avec un calme suspect. Il va qu'à ses occupations habituelles, lire des mémoires militaires, aller au stand de tir, rencontrer d'anciens collègues. Mais je le connais trop bien. Sous le calme extérieur, il y a de la tension. Il attend, lui aussi. Le 6e jour, je n'en peux plus. Peut-être qu'on devrait appeler le laboratoire, voir si les résultats sont prêts. Renaud lève les yeux de son livre. Ils ont dit une semaine. Demain, ça fera une semaine. Parfois, les résultats arrivent plus tôt, j'insiste. Ils appelleront quand ils seront prêts, dit-il sèchement. Inutile de les presser. Je sais qu'il a raison, mais l'attente me rend folle. Et si les résultats confirment nos soupçons? Et si Bérénice n'est pas notre fille biologique? Qu'est-ce que cela signifierait pour nous, pour elle, pour notre famille? Enfin, le 7e jour, le téléphone sonne. Renaud décroche, et je peux dire à sa posture. Tendu que c'est le laboratoire. Il écoute en silence, hochant simplement la tête, même si l'autre personne ne peut pas le voir. Puis il les remercie et raccroche. Les résultats sont dans l'email, dit-il en se tournant vers moi. Ils sont cryptés. Il faut un mot de passe. Nous allons dans son bureau. Renaud s'assoit à l'ordinateur et ouvre sa boîte de réception. Il y a en effet un email du laboratoire avec une pièce jointe. Il entre le mot de passe qu'on lui a donné par téléphone, et le fichier s'ouvre. Nous regardons tous les deux l'écran. La page est remplie de chiffres, de graphiques et de termes techniques. Mais en bas, en gras, se trouve l'information la plus importante. Astérisque probabilité de lien de parenté entre les parents présumés, échantillon 1 et 2, et l'enfant présumé, échantillon 3. 0%. Astérisque je sens le sol se dérober sous mes pieds. 0%. Pas 50, pas 99, mais 0. Bérénice n'est pas notre fille. Pas du tout. 0%, répète Renaud à voix haute, comme s'il ne pouvait pas en croire ses yeux. Comment est-ce possible? J'essaie de penser rationnellement, même si tout en moi crie. Il doit y avoir une explication. Peut-être que c'est une erreur de laboratoire. Il vérifie les échantillons 2 fois. Renaud pointe une note dans le rapport. Pas d'erreur. Alors, je vacille, ne voulant pas dire à voix haute ce que je pense. Alors, elle n'est pas notre fille. Elle ne l'a jamais été, termine Renaud pour moi. Nous restons assis en silence, essayant de comprendre cette révélation. 30 ans. Pendant 30 ans, nous avons élevé l'enfant de quelqu'un d'autre en pensant qu'elle était notre fille. Comment cela a-t-il pu arriver? Puis, l'évidence s'impose. La maternité. Des bébés échangés. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Et si Bérénice n'est pas notre fille, alors, où est notre véritable enfant? Qui a élevé notre enfant biologique pendant toutes ces années? Renaud, dis-je, sentant mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Je crois que les bébés ont été échangés à l'hôpital. Il me regarde, incrédule. Ça n'arrive que dans les films, Hélène. Non, ça arrive dans la vraie vie, je soutiens. Rarement, mais ça arrive. Surtout il y a 30 ans, quand les systèmes d'identification des nouveau-nés n'étaient pas aussi stricts. Renaud se lève et commence à faire les 100 pas dans la pièce. Si tu as raison, ça veut dire qu'il y a une famille quelque part qui a élevé notre enfant biologique. Et que leur enfant biologique est Bérénice, j'ajoute. La pensée est vertigineuse. J'essaie de me souvenir de la naissance de Bérénice. 28 octobre 1994. L'hôpital d'instruction des armées de Brest, où je travaillais à l'époque. Y avait-il d'autres femmes qui accouchaient ce jour-là? Il devait y en avoir. Je dois vérifier les registres de l'hôpital, dis-je, pensant déjà à un plan d'action. Découvrir qui d'autre a accouché ce jour-là. 30 ans plus tard.
Renaud me regarde avec scepticisme. Ces dossiers ont peut-être été détruits. Pas nécessairement. Je commence à me ressaisir. Les dossiers médicaux sont généralement conservés plus longtemps que ça. Et j'ai encore des relations dans cet hôpital. Renaud me regarde avec une expression pensive. Et si on trouve cette famille? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je m'arrête, réalisant que je n'y ai pas pensé. Je ne sais pas. D'abord, nous devons nous assurer que nous avons raison. Et Bérénice? Demande Renaud. Allons-nous lui dire? La question me prend au dépourvu. Dire à Bérénice qu'elle n'est pas notre fille biologique, maintenant que notre relation est déjà si tendue? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, dis-je prudemment. Du moins, pas avant d'en savoir plus. Renaud hoche la tête en signe d'accord. C'est raisonnable. Rassemblons d'abord toutes les informations. Je suis surprise par sa retenue. Il préfère généralement agir rapidement et de manière décisive. Mais peut-être que le choc de la découverte est trop grand, même pour lui. Le jour même, je me rends à l'hôpital militaire. Je n'y ai pas travaillé depuis 25 ans, mais certains de mes anciens collègues sont toujours là. En particulier, le docteur Harris, qui dirige maintenant le service des archives. Hélène Covell, s'exclame-t-il en me voyant à la porte de son bureau. Quelle surprise! Qu'est-ce qui t'amène ici? Je décide d'être honnête. En quelque sorte. Je lui dis que j'essaie de reconstituer certains détails de la naissance de Bérénice pour un projet familial. J'ai besoin de savoir qui d'autre a accouché ce jour-là, le 28 octobre 1994. Harris lève les sourcils. C'était il y a longtemps, Hélène. Je ne suis pas sûre que nous puissions trouver des dossiers aussi détaillés. Mais tu peux essayer, j'insiste. C'est vraiment important pour moi. Il me regarde longuement, puis soupire. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Mais ça prendra du temps. Combien de temps? Un jour ou deux. Je vais devoir déterrer les vieux registres. Je hoche la tête, le remercie et lui laisse mon numéro de téléphone. 2 jours. Encore 2 jours d'attente. Sur le chemin du retour, j'essaie de me souvenir de tout ce qui concerne la naissance de Bérénice. C'était un accouchement difficile, 36 heures. J'étais physiquement et émotionnellement épuisée. Renaud était en mission quelque part en Europe et ne pouvait pas être là. Quand on m'a enfin apporté mon bébé, j'étais si épuisée que je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Est-ce que je me souviens de l'apparence de Bérénice ce premier jour? Un petit paquet dans une couverture rose. Un visage rouge et ridé. Tous les nouveau-nés se ressemblent à peu près, surtout pour un œil non averti. Et j'étais une mère inexpérimentée, épuisée par un long travail. Les infirmières auraient-elles pu échanger les bébés? Bien sûr qu'elles auraient pu, surtout s'il y avait eu beaucoup de naissances ce jour-là, surtout si le système d'étiquetage n'était pas aussi fiable qu'aujourd'hui. À la maison, Renaud m'accueille avec empressement. Alors, qu'as-tu découvert? Rien pour l'instant, je secoue la tête. Harris a promis de regarder dans les archives. Nous devrons attendre un jour ou deux. Un jour ou deux, répète Renaud, et je vois ses poings se serrer. Encore de l'attente. Nous passons la soirée en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. J'essaie de comprendre ce que je ressens. Le choc, certainement, l'incrédulité, mais aussi un étrange sentiment de soulagement. Comme si j'avais enfin trouvé une explication à pourquoi Bérénice a toujours semblé si différente, si peu comme nous. Pas seulement en apparence, mais en caractère, en tempérament, en intérêt. Et Renaud, que ressent-il? Son visage est impénétrable, comme toujours dans les moments de forte émotion. Sa formation militaire lui a appris à cacher ses sentiments. Mais je sais qu'une tempête fait rage en lui. Le lendemain, à ma grande surprise, Harry s'appelle plus tôt que prévu. Hélène, j'ai trouvé ce que tu cherchais. Il y a eu 3 naissances ce jour-là. Toi, une certaine Maria Phelps, et Lydie Denis. Je note les noms, sentant mon pouce accélérer. As-tu des informations sur elles? Où sont-elles maintenant? Rien sur Maria, répond Harris. Mais il y a quelque chose d'intéressant à propos de Lydie. Elle a aussi donné naissance à une fille à peu près en même temps que toi. Elle a eu des complications et le bébé a été emmené en soins intensifs tout de suite. Soins intensifs, je répète. Pourquoi? Problème respiratoire. Mais tout s'est bien terminé. Elles sont sorties 2 jours plus tard. As-tu des coordonnées? Je demande, contenant à peine mon excitation.
J'ai bien peur que non. Harris semble désolé. C'était il y a 30 ans, Hélène. Mais j'ai le nom de son mari, Denis. Mathieu Denis. Peut-être que ça aidera. Je le remercie et raccroche. Lydie et Mathieu Denis. Les parents de la fille née le même jour que Bérénice. Pourraient-ils être les parents biologiques de Bérénice? Et si oui, ont-ils élevé notre fille biologique? Je vais immédiatement voir Renaud et lui raconte ma conversation avec Harris. Denis, répète-t-il en notant le nom. Je peux les trouver. J'ai encore des contacts. Renaud. Je le regarde avec anxiété. Ne nous précipitons pas. Nous ne sommes même pas sûrs que ce soit eux. Comment le saurons-nous autrement? Il me regarde d'un air de défi. Restez assis à deviner. Non, mais. Pas de mais, Hélène. Il se lève et je vois de la détermination dans ses yeux. Je vais les trouver. Ensuite, nous déciderons quoi faire. Je sais qu'il est inutile de discuter. Quand Renaud a pris une décision, rien ne peut l'arrêter, surtout maintenant qu'il s'agit de quelque chose de si important. Il se retire dans son bureau et y passe toute la journée, appelant d'anciens collègues et effectuant des recherches dans des bases de données. Je n'interfère pas. J'essaie de donner un sens à tout ce qui s'est passé, à tout ce que nous avons appris. Si Bérénice n'est vraiment pas notre fille biologique, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Est-ce que ça change quelque chose? Nous l'avons élevée pendant 30 ans, l'avons aimée, même si ce n'est pas de la manière dont elle le voulait, l'avons considérée comme la nôtre. La biologie est-elle plus importante que ces 30 années? Mais s'il y a une fille biologique quelque part, une fille que nous n'avons jamais connue, comment ne pas vouloir tout savoir sur elle? La voir, comprendre ce qu'elle est devenue. Le soir, Renaud sort de son bureau, l'air triomphant. Je les ai trouvés, dit-il en jetant un morceau de papier sur la table. Lydie et Mathieu Denis vivent à Ansuet, à seulement 20 minutes d'ici. Ils ont une fille, Héloïse, née le 28 octobre 1994. Je regarde l'adresse écrite de sa main ferme. Si près. Toutes ces années, ils ont vécu si près. Comment les as-tu trouvés? Je demande, pas sûr de vouloir connaître la réponse. Peu importe, dit-il d'un geste de la main. Ce qui compte, c'est que nous avons maintenant une chance de découvrir la vérité. Et que suggères-tu de faire? Je le regarde, las. Débarquer chez eux et dire « Bonjour. Nous pensons que nos bébés ont été échangés à la maternité il y a 30 ans? Pourquoi pas? » Il croise les bras sur sa poitrine. Ils ont le droit de savoir, tout comme nous. Renaud, on ne peut pas faire ça, dis-je en me levant, sentant l'anxiété monter en moi. Ça pourrait ruiner leur vie. Et la vie de Bérénice. Et nos vies. Sa voix se durcit. Et notre fille biologique que nous n'avons jamais connue? Ne mérite-t-elle pas de connaître la vérité sur ses origines? Je ne sais pas quoi répondre. Il touche un point qui me tourmente aussi. Si Héloïse Denis est notre fille biologique, n'a-t-elle pas le droit de savoir qui sont ses vrais parents? Assurons-nous au moins que nous avons raison d'abord, je dis finalement. Nous devons obtenir un échantillon d'ADN d'Héloïse pour comparer. Et comment proposes-tu de faire ça? Demande Renaud avec scepticisme. Je ne sais pas, j'admets. Mais il doit y avoir un moyen d'en savoir plus sur elle sans débarquer dans leur vie avec cette nouvelle. Renaud ricane. Tu suggères qu'on la suive, qu'on vole sa tasse dans un café? Ce n'est pas mieux que de leur parler directement. Il a raison, et je le sais. Obtenir un échantillon d'ADN secrètement serait contraire à l'éthique et peut-être illégal. Mais l'approche directe semble si destructive. Informons-nous au moins un peu plus sur eux avant de prendre une telle mesure, je suggère. Peut-être qu'on peut trouver des photos d'Héloïse et voir s'il y a une ressemblance. Une ressemblance, ricane Renaud. Après 30 ans, tu penses qu'elle te ressemblera quand tu étais jeune? Ou à moi? Je ne sais pas, dis-je, me sentant impuissante. Mais il doit y avoir un moyen de savoir avant de bouleverser leur vie. Et Bérénice? Demande soudain Renaud. Qu'en est-il de ce qu'elle a découvert dans son test génétique? Je me fige. Bien sûr. Le test génétique. C'est pour ça que Bérénice était si contrariée. C'est pour ça qu'elle a réagi si étrangement aux questions à ce sujet. Tu penses qu'elle sait? Je demande, sentant un froid m'envahir. J'en suis presque certain, hoche Renaud. Ces tests génétiques avancés montrent les liens familiaux. Elle a dû découvrir qu'elle n'est pas génétiquement liée à nous. Cela explique tout.
Son aliénation soudaine, sa décision de ne pas nous laisser voir Zoé, sa peur quand j'ai mentionné le test génétique. Mon Dieu! Je m'assieds, me sentant faible sur mes jambes. Elle sait. Et elle pense que nous savions aussi. Que nous lui avons menti toute sa vie. J'en doute, objecte Renaud. Elle a probablement juste peur de notre réaction. Peur que nous lui tournions le dos si nous découvrons qu'elle n'est pas notre fille biologique. Je me souviens des mots de Bérénice lors de notre dernière rencontre. Astérisque, trop d'eau a coulé sous les ponts. Trop. Astérisque, elle n'a pas fini sa phrase. Mais maintenant je comprends ce qu'elle voulait dire. Trop de secrets. Trop de douleur. Nous devons lui parler, dis-je fermement. Lui dire que nous savons, et que rien n'a changé pour nous. Qu'elle est toujours notre fille, indépendamment de la biologie. Renaud me regarde d'un air dubitatif. Est-ce vrai, Hélène? Rien n'a changé? Tu ne veux pas connaître notre vraie fille? Tu ne veux pas savoir comment elle a grandi sans notre influence? Ces questions touchent au cœur de mes propres doutes. Bien sûr, je veux connaître notre fille biologique. Bien sûr, je suis curieuse de savoir comment elle est devenue. Mais est-ce que ça veut dire que Bérénice n'est plus ma fille? Que 30 ans ensemble ne signifie rien? Je ne sais pas, Renaud, dis-je honnêtement. Je ne sais tout simplement pas. Moi, je sais, dit-il fermement. Je sais. Je veux connaître la vérité. Toute la vérité. Et je sais que toutes les personnes impliquées dans cette histoire méritent de la connaître aussi. Bérénice, Héloïse, Lydie et Mathieu. Nous vivons tous un mensonge depuis 30 ans. Il est temps d'y mettre fin. Je regarde mon mari et je vois de la détermination dans ses yeux. Pour lui, c'est simple. Il y a une vérité et elle doit être révélée, quelles que soient les conséquences. Sa franchise militaire, sa vision du monde en noir et blanc ne laisse aucune place aux nuances de gris, au compromis, à la prudence. Qu'est-ce que tu vas faire? Je demande, sentant une anxiété grandissante. Demain, je vais chez les Denis, répond-il sans hésiter. Je leur parlerai. Je leur dirai ce que nous avons découvert. Je leur proposerai un test ADN pour en être sûr. Et s'ils refusent? J'essaie de m'imaginer à la place de Lydie, recevant une telle nouvelle d'un étranger. Alors, j'irai voir Héloïse directement, dit Renaud avec la même détermination. C'est une femme adulte. Elle a le droit de savoir qui sont ses vrais parents. Renaud, dis-je en m'approchant et en lui prenant les mains. Ne nous précipitons pas. Parlons d'abord à Bérénice. Elle sait déjà. Peut-être qu'elle peut nous aider à démêler tout ça plus délicatement. Il me regarde longuement, puis hoche la tête à contre-cœur. D'accord. Bérénice d'abord. Mais si elle refuse de coopérer, j'irai chez les Denis, et rien ne m'arrêtera. Je hoche la tête, réalisant que c'est le mieux que je puisse espérer. Renaud a déjà pris sa décision et il agira, avec ou sans mon aide. Cette nuit-là, je reste longtemps éveillée, pensant à tout ce qui s'est passé. Au test qui a bouleversé notre monde. À Bérénice qui vit probablement avec cette connaissance depuis des mois, effrayée par notre réaction. À Héloïse Denis, qui n'a aucune idée que sa vie est sur le point de changer pour toujours. Et à moi-même, au médecin qui a toujours cru en la vérité, aux faits, à la science. Qu'est-ce qui est plus important? Le lien biologique ou 30 ans de vie commune? Puis-je aimer Bérénice de la même manière, en sachant qu'elle n'est pas de moi? Et puis-je aimer Héloïse, que je n'ai jamais connue, simplement parce que mon sang coule dans ses veines? Renaud dort à côté d'elle, sa respiration régulière et calme. Pour lui, c'est simple. La vérité doit être révélée. Et les conséquences? Eh bien, il a toujours été doué pour gérer les conséquences. 30 ans de service militaire lui ont appris à vivre avec les conséquences de décisions difficiles. Mais je suis médecin. J'ai prêté serment de ne pas nuire. Et en ce moment, je ne suis pas sûr que révéler la vérité ne causera pas plus de mal que de bien. Surtout si nous le faisons comme Renaud le suggère, directement, sans préparation, sans tenir compte des sentiments de toutes les personnes impliquées. En même temps, je ne peux nier que je veux connaître ma fille biologique. Je veux la voir, lui parler, découvrir quelle personne elle est devenue. Ce désir est plus fort que les arguments rationnels, plus fort que la peur des conséquences. Peut-être que la vérité doit vraiment être révélée, mais pas comme le veut Renaud. Pas comme une opération militaire, mais comme une intervention chirurgicale complexe, en tenant compte de tous les risques avec le souci du patient. Le matin, je me réveille avec une décision. Je parlerai à Bérénice moi-même, sans Renaud.
J'essaierai de comprendre ce qu'elle sait, ce qu'elle ressent, et ensemble, nous déciderons comment avancer. Mais quand je descends pour le petit déjeuner, Renaud est déjà habillé et prêt à partir. Où vas-tu? Je demande avec anxiété. Chez Bérénice, répond-il en enfilant sa veste. Il est temps de mettre fin à ce jeu de cache-cache. Elle connaît la vérité. Nous connaissons la vérité. Il est temps de parler. Ouvertement. Renaud, attends. Je lui barre le chemin. Faisons ça ensemble. Réfléchissons à la manière d'aborder cette conversation. J'y ai déjà réfléchi, me coupe-t-il. Et j'ai décidé que la meilleure approche est d'être direct. Tu viens avec moi ou non? Je réalise que je n'ai pas le choix. Si je n'y vais pas, il ira seul. Et qui sait ce qu'il dira à Bérénice dans sa quête de la vérité? J'y vais, dis-je rapidement en attrapant mon sac, mais s'il te plaît, laisse-moi parler. Renaud grogne, mais ne discute pas. Nous montons en voiture et nous dirigeons vers la maison de Bérénice. Pendant tout le trajet, j'essaie de trouver les mots qui ne détruiront pas complètement notre relation déjà fragile. Comment dire à sa fille qu'elle n'est pas sa fille? Comment la convaincre que cela ne change rien pour vous, alors que vous n'êtes même pas sûr que ce soit vrai? Nous nous garons devant sa maison et je sens mon cœur battre dans ma poitrine. Renaud sort le premier, c'est pas ferme et déterminé. Je le suis, me sentant comme dans un rêve. Nous nous tenons à la porte et Renaud appuie sur la sonnette sans hésiter. Je prie pour que Bérénice soit à la maison, qu'elle accepte de parler, que cette conversation ne soit pas le dernier clou dans le cercueil de notre relation. La porte s'ouvre et je vois le visage de Bérénice, surprise, puis lasse, puis en colère. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demande-t-elle froidement. « Je vous ai demandé de ne pas venir. »« Nous devons parler, » dit Renaud sur un ton qui n'admet aucune réplique. « Du test génétique, de ce que tu as découvert, et de ce que nous avons découvert. » Le visage de Bérénice pâlit. Elle nous regarde et je vois la peur mêlée de défi dans ses yeux. « Vous savez ?» a-t-elle demandé doucement. « Oui, » répond Renaud. « Nous savons que tu n'es pas notre fille biologique. Et nous pensons savoir qui sont tes vrais parents. » Bérénice recule dans le couloir, comme si elle avait besoin d'espace physique pour traiter ce qu'elle vient d'entendre. Son visage pâlit, ses yeux s'écarquillent. Je la vois s'agripper au cadre de la porte pour ne pas tomber. « Entrez, » dit-elle enfin, sa voix si douce que nous l'entendons à peine. Hugo est au travail. Zoé dort. Nous entrons dans le salon, une pièce lumineuse avec de grandes fenêtres et des meubles minimalistes. Sur les murs, des photographies dans des cadres simples. Bérénice et Hugo à leur mariage, eux sur une plage, des photos d'amis. Pas une seule photographie de nous. « Comment avez-vous découvert ?» demande-t-elle en s'asseyant dans un fauteuil en face de nous. « Et que voulez-vous dire par « Vous savez qui sont mes vrais parents ?» Renaud est sur le point de répondre, mais je pose ma main sur son genou, lui demandant de me laisser parler. « Nous avons fait un test ADN, » dis-je en essayant de garder ma voix calme. « Nous avions des soupçons après que tu te sois si brusquement éloigné de nous. »« Vous avez fait le test sans mon consentement ?» Ses yeux se plissent. « Comment avez-vous eu mon ADN ?»« Ta vieille brosse à dents, » répond Renaud sans le moindre remords. « Tu l'as laissée quand tu es resté chez nous l'année dernière. » Bérénice le regarde, incrédule, puis se tourne vers moi. « Et tu as accepté ça? Toi, avec tes grands principes moraux? Avec ton serment d'Hippocrate? » Je sens la chaleur de la honte me monter aux joues. Je n'en suis pas fière. Mais nous étions désespérés. Tu ne nous laissais pas voir notre petite fille. Tu ne nous parlais pas. Et vous avez décidé que ça vous donnait le droit d'envahir ma vie privée? Elle secoue la tête. Incroyable. Simplement incroyable. Tu savais aussi, dit Renaud en croisant les bras sur sa poitrine. Tu as fait un test génétique pendant ta grossesse et tu as découvert que tu n'étais pas biologiquement lié à nous. Au lieu de nous parler, tu as décidé de nous couper complètement de ta vie. Bérénice ne le nie pas. Elle baisse les yeux sur ses mains, puis lève les yeux vers nous avec de la douleur et de la colère dans le regard. Oui, je savais. J'ai fait ce test stupide qui était dans la astérisque boîte rose astérisque pour les femmes enceintes, juste par curiosité, pour voir si j'avais des prédispositions génétiques qui pourraient être transmises à mon enfant. Et j'ai découvert que mon ADN ne correspondait pas au vôtre. Que je n'étais pas votre fille. Sa voix tremble sur les derniers mots. Je vois à quel point elle essaie de ne pas pleurer. Pourquoi n'es-tu pas venu nous voir? Je demande, sentant mon cœur se serrer. Nous aurions pu régler ça ensemble.
Bérénice laisse échapper un rire court et amer. Régler ça avec vous? Avec toi, qui étais toujours trop occupé à sauver la vie des autres pour remarquer ta propre fille. Avec lui? Elle hoche la tête en direction de Renaud. Qui nous a traités comme des recrues dans une académie militaire? Tu penses vraiment que j'aurais pu venir vous voir avec une nouvelle pareille? Ces mots font mal, mais je ne peux nier la vérité qu'ils contiennent. Nous n'avons pas créé une relation où elle se sentait suffisamment en sécurité pour partager une telle douleur avec nous. Et qu'est-ce que tu comptais faire? Demande Renaud. Ne plus jamais nous parler. Je ne savais pas, admet Bérénice. J'étais sous le choc, enceinte, émotionnellement instable. Tout ce que je savais, c'est que ma vie était basée sur un mensonge. Que les gens que je pensais être mes parents n'étaient pas mes vrais parents. Nous ne t'avons pas menti, je m'oppose. Nous ne savions pas. Il doit y avoir eu une erreur à l'hôpital. Les bébés ont été échangés. Une erreur. Elle me regarde, incrédule. Comment une erreur pareille a-t-elle pu se produire? Tu y étais. Tu es médecin, pour l'amour de Dieu. Comment as-tu pu ne pas remarquer qu'on te donnait le mauvais bébé? Je me souviens de ce jour. 36 heures de travail, l'épuisement, la douleur. L'infirmière apportant un petit paquet. Comment aurais-je pu savoir? Tous les nouveau-nés se ressemblent. C'était un accouchement difficile, dis-je doucement. J'étais épuisée. Renaud était à l'étranger. Il y a eu 2 autres filles nées ce jour-là. Et vous n'avez jamais rien soupçonné. Bérénice me regarde avec un mélange de colère et d'incrédulité. En 30 ans, je ne vous ressemble pas du tout. La génétique est une chose étrange, je réponds. Nous pensions que tu avais hérité des traits de ma grand-mère. Les cheveux roux, les taches de rousseur. Et ta personnalité. Ma personnalité. Sa voix monte. Je n'ai jamais été comme vous. Je n'ai jamais été à la hauteur de vos standards. Jamais assez bien. Ce n'est pas vrai, dit soudain Renaud. Tu as toujours été assez bien. C'est nous qui n'avons pas été de bons parents. Bérénice et moi nous tournons toutes les deux vers lui, surprises par cet aveu. Quoi qu'il en soit, continue Bérénice après une pause. Maintenant, nous connaissons tous la vérité. Je ne suis pas votre fille. Je ne l'ai jamais été. Et vous n'êtes pas mes parents. Tu as tort, dis-je, sentant les larmes monter à mes yeux. Nous t'avons élevé pendant 30 ans. Nous t'avons aimé, même si ce n'est pas de la manière dont tu avais besoin. Nous sommes tes parents. Peut-être pas biologiques, mais réels. Réels. Bérénice rit, mais il n'y a aucune joie dans son rire. Tu penses qu'être de vrais parents, c'est juste fournir un toit et payer des études? Les vrais parents sont présents, émotionnellement. Ils soutiennent, ils aiment inconditionnellement. Je reste silencieuse, sachant qu'elle a raison. Nous n'avons pas été de vrais parents dans ce sens. J'étais trop prise par ma carrière, Renaud par ses principes militaires. Quand j'ai découvert la vérité, continue Bérénice plus doucement, beaucoup de choses se sont mises en place. Pourquoi je me suis toujours sentie comme une étrangère dans ma propre famille? Pourquoi rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien pour vous? Pourquoi tu? Elle me regarde. M'a toujours regardée avec une telle déception. Jamais, je commence, mais je m'arrête. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que, quelque part au fond de moi, j'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas. Que cette fille intelligente, sensible, créative, si différente de nous, ne pouvait pas être notre fille. Vous savez qui sont mes vrais parents? Demande Bérénice après une longue pause. Vous avez dit que oui. Renaud hoche la tête. Lydie et Mathieu Denis. Ils vivent à Ansuet. Ils ont une fille, Héloïse, qui a ton âge. Elle est probablement notre fille biologique. Bérénice ferme les yeux, comme pour essayer de traiter cette information. Avez-vous été en contact avec eux? Demande-t-elle. Non, je réponds. Nous voulions te parler d'abord. Quelle noblesse de votre part, remarque sarcastiquement Bérénice. Considérant que vous avez fait le test dans mon dos. Nous restons silencieux, ne sachant pas comment répondre à son juste reproche. Que allez-vous faire maintenant? Demande-t-elle enfin. M'échanger contre votre vraie fille. Bérénice, s'exclame Renaud, et je vois qu'il est sincèrement secoué par ces paroles. Comment peux-tu dire ça? Tu es notre fille. 30 ans ne peuvent pas être effacés par un test. Vraiment. Elle le regarde avec scepticisme. Et elle, Héloïse? Vous ne voulez pas la connaître?
Vous ne voulez pas faire partie de sa vie? Je ne peux pas mentir. Bien sûr que nous le voulons. Elle est notre chair et notre sang. Mais ça ne veut pas dire que nous t'aimons moins, ou que tu n'es plus notre fille. Ne me mens pas maintenant, maman, dit Bérénice, et je tressaille au mot « maman ». Tu as toujours rêvé d'une fille qui suivrait tes traces, deviendrait médecin, continuerait la dynastie. Et tu m'as eu, moi. Une institutrice qui a peur du sang. Je veux argumenter, mais je ne peux pas. Oui, une partie de moi rêvait d'une fille qui suivrait mes traces, a été déçue quand Bérénice a renoncé à une carrière médicale. Je pense, dit soudain Renaud, que vous passez toutes les deux à côté de l'essentiel. Nous nous tournons vers lui. Quoi? Demande Bérénice. Zoé, répond-il. Ta fille. Notre petite fille. Elle n'est pas votre petite fille, dit doucement Bérénice. Elle n'est génétiquement liée à vous d'aucune manière. À aucun de vous deux. Et là, je comprends. C'est pour ça qu'elle s'est éloignée de nous après la naissance du bébé. Non seulement parce qu'elle a découvert ses origines, mais aussi parce qu'elle avait peur que nous rejetions sa fille en apprenant la vérité. Tu pensais que nous tournerions le dos à Zoé si nous découvrions qu'elle n'était pas liée à nous? Je demande, sentant mon cœur se serrer. Bérénice hoche la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Oh, Bérénice! Je secoue la tête, incapable de retenir mes larmes. Comment as-tu pu penser ça? T'avons-nous déjà donné des raisons de croire que les liens du sang sont plus importants pour nous que tout le reste? Toujours, répond-elle sans hésiter. Toute mon enfance, vous avez parlé de l'honneur de la famille, du devoir, de la continuation de la tradition. De l'importance d'être un Covel. Et moi, je ne suis même pas une Covel, en fin de compte. Renaud se lève et se dirige vers elle. Il s'agenouille devant son fauteuil, un geste que je ne lui ai jamais vu faire. Renaud Covel, ancien analyste militaire, un homme qui n'a jamais baissé la tête devant personne, est à genoux devant notre fille. Écoute-moi, dit-il en la regardant droit dans les yeux. Tu es une Covel. Tu es une Covel depuis le moment où je t'ai tenue pour la première fois dans cet hôpital. Depuis le moment où tu as fait tes premiers pas, où tu as dit ton premier mot. Depuis le moment où je t'ai appris à faire du vélo et que tu es tombé, que tu t'es écorché le genou et que je t'ai mis un pansement. Tu es ma fille, et aucun test ne peut changer ça. Je vois les lèvres de Bérénice trembler alors qu'elle essaie de retenir ses larmes. Tu as toujours été si stricte, dit-elle doucement. Si exigeant. Je ne me suis jamais sentie assez bien pour toi. Je sais, dit Renaud en baissant la tête. J'ai eu tort. Je pensais te rendre plus forte, te préparer à la vie. Mais je ne faisais que te repousser. Je suis désolée. Bérénice le regarde avec surprise, puis se tourne vers moi. Et toi? Que as-tu à dire, maman? Je m'approche et m'assieds à côté d'elle. Je dirais que nous avons fait beaucoup d'erreurs. J'étais trop prise par ma carrière, mes patients. Je n'étais pas là quand tu avais besoin de moi. J'ai critiqué au lieu de soutenir. Je le regrette chaque jour. Mais, Bérénice entend les mots non dits. Mais je ne regrette pas que tu sois ma fille, dis-je en lui prenant la main. Indépendamment de l'ADN, indépendamment de la biologie. Tu es ma fille. Et Zoé est ma petite fille. Et je veux faire partie de votre vie, si vous me le permettez. Bérénice regarde nos mains, puis de nouveau vers moi. Et Héloïse. Et elle. Je prends une profonde inspiration. Je ne sais pas. J'aimerais la rencontrer, la connaître. Mais ça ne veut pas dire que je t'aime moins, ou que tu cesseras un jour d'être ma fille. Nous pourrions, commence Renaud, mais il est interrompu par le cri d'un bébé dans la pièce voisine. Bérénice se lève. C'est Zoé qui se réveille. Je dois. Est-ce que je peux? Je demande, sentant mon cœur battre à tout rompre. Est-ce que je peux la voir? Bérénice hésite, puis hoche lentement la tête. D'accord. Venez. Nous allons dans la chambre d'enfant, une petite pièce décorée dans des tons vert doux. Dans le berceau se trouve une petite créature qui agite ses bras et ses jambes et annonce bruyamment son réveil. Bérénice se penche et prend le bébé. Je vois un petit visage aux joues potelées, une tignasse de cheveux foncés et de minuscules doigts serrés en poing. Voici Zoé, dit Bérénice en se tournant vers moi. Ta petite fille. Je m'approche, incapable de retenir mes larmes. Elle est magnifique. Tu veux la tenir? Demande Bérénice, et je hoche la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Elle me tend le bébé, et j'accepte ce précieux paquet avec appréhension. Zoé me regarde avec ses yeux sombres,
et je sens quelque chose fondre en moi. Non, elle n'a pas mon sang. Elle n'a pas mes gènes. Mais ça n'a pas d'importance. Elle est la fille de ma fille. Ma petite fille. Bonjour, Zoé, je murmure. Je suis ta grand-mère. Le bébé plisse le nez, et je crois qu'elle sourit. Je me tourne vers la porte et vois Renaud debout, avec une expression de recueillement sur le visage. Viens ici, je l'appelle. Rencontre ta petite fille. Il s'approche et je vois ses mains trembler alors qu'il touche doucement la petite main de Zoé. Bonjour, petite, dit-il, sa voix sonnant inhabituellement douce. Je suis ton grand-père. Bérénice nous regarde avec une expression que je ne peux pas tout à fait déchiffrer. Un mélange de surprise, de soulagement, et peut-être d'espoir. Vous l'acceptez vraiment? Demande-t-elle. Même en sachant qu'elle n'est pas liée à vous par le sang. Bien sûr, je réponds, gardant les yeux sur Zoé. Ne venons-nous pas de prouver que le sang ne fait pas tout? Bérénice hoche la tête, et je vois un poids se lever de ses épaules. Elle s'appuie contre le mur, nous regardant, Zoé et moi. Que se passe-t-il maintenant? Demande-t-elle après une longue pause. Avec les Denis, avec Héloïse. Je tends Zoé à Renaud, qui la prend avec une confiance inattendue. Je ne sais pas, j'admets. C'est une situation compliquée. Nous aimerions les rencontrer, mais ça pourrait bouleverser leur vie. Comme ça a bouleversé la mienne, remarque Bérénice. Oui, je hoche la tête. Et nous ne voulons blesser ni eux, ni toi. Peut-être devrions-nous faire ça ensemble. Décider tous ensemble comment avancer. Bérénice me regarde longuement. Tu suggères que je rencontre mes parents biologiques. Seulement si tu le veux, dis-je. Nous ne te mettrons pas la pression. Je ne sais pas, dit-elle doucement. C'est trop. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr, j'accepte. Nous avons le temps. Renaud rend Zoé à Bérénice. Quoi que tu décides, nous te soutiendrons. Nous. Je veux que tu saches que tu seras toujours notre fille. Toujours. Bérénice serre Zoé contre sa poitrine. Même après tout ce que j'ai dit? Après que je ne vous ai pas laissé voir votre petite fille. Même après ça, confirme Renaud. La famille, ce n'est pas seulement le sang, Bérénice. C'est un choix. Chaque jour. Et nous te choisissons, chaque jour. Je vois les yeux de Bérénice se remplir de larmes. Je ne sais pas si nous pouvons réparer ça. Il y a tellement de douleur. Nous pouvons essayer, dis-je en me rapprochant d'elle. Un jour à la fois. Un petit pas à la fois. Bérénice hoche la tête, et je la serre doucement dans mes bras, en essayant de ne pas déranger Zoé. Après un moment, elle me rend l'étreinte, et je sens son corps trembler de sanglots réprimés. Renaud se tient à proximité, ne sachant que faire. Je lui tends la main et il se joint maladroitement à notre étreinte. Nous restons là, blottis les uns contre les autres, avec Zoé entre nous. Une famille étrange, brisée, mais une famille quand même. J'aimerais que vous restiez pour le dîner, dit Bérénice quand nous nous séparons enfin. Hugo va bientôt rentrer. Je pense que nous avons tous beaucoup à nous dire. Avec plaisir, dis-je, sentant une chaleur se propager en moi. Nous quittons la chambre d'enfant et je remarque une photographie sur le mur du couloir que je n'avais pas vue auparavant. Bérénice et Zoé à la maternité, juste après. L'accouchement. Je m'arrête pour la regarder. C'est une belle photo, dis-je. Bérénice hoche la tête. Le premier jour de sa vie. Je pensais alors. J'espérais que vous feriez partie de sa vie, quoi qu'il arrive. Mais ensuite, la peur a pris le dessus. La peur est mauvaise conseillère, remarque Renaud. Crois-moi, je sais. Oui, convient Bérénice. La peur et la fierté. Mauvaise combinaison. Les Covel ont toujours été trop fiers, dis-je avec un léger sourire. Même ceux qui ne sont pas des Covel par le sang. Bérénice me regarde, et pour la première fois depuis longtemps, je vois une étincelle de chaleur dans ses yeux. Peut-être qu'il est temps de changer ça. Peut-être qu'il est temps d'apprendre à ne pas être si fier. Certainement, j'approuve. Il est temps de guérir les vieilles blessures et de ne pas en créer de nouvelles. Nous descendons dans la cuisine, où Bérénice installe Zoé dans une chaise haute et commence à préparer le dîner. Je propose mon aide, et à ma grande surprise, elle accepte. Nous travaillons côte à côte, coupant des légumes et préparant la sauce, et je ressens un étrange sentiment de calme. C'est comme si nous avions fait cela de nombreuses fois auparavant,
bien que je ne me souvienne pas de la dernière fois que nous avons cuisiné ensemble. Et Renaud est assis avec Zoé, et je remarque avec surprise qu'il lui parle doucement, gentiment, pas du tout comme à son habitude. Il lui raconte des histoires sur son service, les pays qu'il a visités, les cultures qu'il a apprises. Bien sûr, elle ne comprend pas un mot, mais elle semble aimer le son de sa voix. Elle adore qu'on lui parle, remarque Bérénice, suivant mon regard. Même si ce sont des histoires de guerre. Surtout si ce sont des histoires de guerre, corrige Renaud avec un sourire. Elle en saura plus sur le monde que ses camarades. Bérénice lève les yeux au ciel, mais je vois qu'elle n'est pas en colère. Peut-être que pour la première fois depuis longtemps, elle voit Renaud non pas comme un père sévère, mais simplement comme un homme avec ses manies et ses tentatives maladroites de montrer son amour. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre interrompt notre moment. C'est Hugo, de retour du travail. Il se fige dans l'embrasure de la cuisine en nous voyant. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-il, regardant de Bérénice à nous, et vice-versa. « C'est une longue histoire », répond Bérénice. « Mes parents restent pour le dîner. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Hugo hoche la tête, toujours perplexe, mais ne discute pas. Il s'approche de Zoé, l'embrasse sur le sommet de la tête, puis serre rapidement Bérénice dans ses bras. Je le vois lui murmurer quelque chose à l'oreille, et elle hoche la tête. Nous nous asseyons à table, tous ensemble, comme une vraie famille. Bérénice serre les pâtes avec la sauce que nous avons préparée ensemble. Renaud verse le vin. Hugo a l'air encore méfiant, mais se détend progressivement en voyant que l'atmosphère n'est pas tendue. « Alors, dit-il finalement, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ?» Bérénice nous regarde, puis son mari. Nous avons révélé un secret de famille. Un secret que je connaissais depuis que j'ai fait un test génétique quand j'étais enceinte, mais que j'avais peur de dire à qui que ce soit. Et elle commence à expliquer, calmement, sans accusation, en énonçant simplement les faits. Sur le test, sur sa découverte, sur sa peur d'être rejetée, sur sa décision de protéger Zoé d'un éventuel rejet. Hugo écoute avec un étonnement croissant. Quand elle a fini, il se tourne vers nous. « Et vous ? Vous considérez toujours Bérénice comme votre fille ? Même en sachant qu'elle n'est pas biologiquement la vôtre ? » « Bien sûr, » répond Renaud sans hésiter. 30 ans ne disparaissent pas à cause d'un test. « Et vous acceptez Zoé, » continue Hugo. « Comme votre petite fille. » « Sans aucun doute, » dis-je en regardant la petite fille jouer avec une bouteille vide. « C'est notre petite fille. Notre famille. » Hugo hoche la tête, puis prend la main de Bérénice. « Je t'avais dit que tu avais tort d'avoir peur. Une vraie famille, c'est plus que des gènes. » Bérénice sourit faiblement. « Tu avais raison. J'aurais dû te faire confiance. Leur faire confiance. »« Et les Denis ?» demande Hugo. « Allez-vous les contacter ?» Renaud et moi échangeons un regard. « Nous aimerions, » dis-je prudemment. « Mais seulement si Bérénice est d'accord. Et seulement d'une manière qui cause le moins de douleur possible à toutes les personnes impliquées. »« Je crois, » commence Bérénice, puis elle s'interrompt. « Je crois que j'aimerais les rencontrer. Pas tout de suite, mais un jour. Ils sont ma famille biologique. J'aimerais savoir d'où je viens. » « Et Héloïse, » demande Hugo, « votre fille biologique. » « Oui, » hoche Renaud. « Nous aimerions la rencontrer. Mais encore une fois, seulement si tout le monde est d'accord. Ce doit être une décision mutuelle. On pourrait peut-être commencer par une lettre, je suggère. Une lettre prudente, sensible, expliquant la situation et proposant une rencontre s'ils sont prêts. » Bérénice hoche la tête. « Ça semble raisonnable. Et je pourrais écrire cette lettre. Pour eux, et pour Héloïse. » « On peut t'aider si tu veux, » propose Renaud. « Ou te laisser faire entièrement. Comme tu veux. »« Merci, » dit doucement Bérénice. « J'apprécie que vous me donniez le choix. » Nous continuons notre dîner en parlant de choses plus banales. Le travail d'Hugo, l'école de Bérénice, comment Zoé commence à reconnaître les visages. C'est un sentiment étrange d'être assis à la même table après toutes les accusations, toute la douleur, toutes les révélations. Mais il y a quelque chose de juste dans cette étrangeté, quelque chose de réparateur. Quand nous nous disons au revoir, Bérénice me tend Zoé pour un dernier câlin. Je tiens ce petit paquet et je sens une chaleur se propager en moi. Passé samedi, dit Bérénice. On pourrait écrire une lettre aux Denis ensemble. Et juste passer du temps ensemble. J'adorerais,
dis-je en lui rendant Ohé. Nous apporterons le dîner. Renaud serre la main d'Hugo, puis serre maladroitement Bérénice dans ses bras. Merci, dit-il, de nous donner une autre chance. Merci de ne pas m'avoir tourné le dos, répond-elle doucement. À nous. Nous sortons dans l'air du soir, et je ressens un étrange sentiment de soulagement. C'est comme si le poids que je portais depuis des années s'était un peu allégé. Pas complètement, non. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de discussions, beaucoup de réconciliation, beaucoup de guérison. Mais nous avons fait un début. Tu penses que les Denis accepteront de se rencontrer? Demande Renaud alors que nous montons en voiture. Je ne sais pas, je réponds honnêtement. Ce sera un choc pour eux, tout comme pour nous. Mais je l'espère. Pour le bien de Bérénice, pour le bien d'Héloïse, pour nous tous. Et s'ils ne le font pas? Ils démarrent la voiture, mais ne bougent pas. Et s'ils décident qu'ils ne veulent rien savoir? Alors nous respecterons leur décision, dis-je. Et nous nous concentrerons sur la reconstruction de notre relation avec Bérénice et Zoé. Nous avons déjà une famille, Renaud. Peut-être pas celle que nous attendions, pas celle que nous avions prévue, mais une vraie. Il hoche la tête et nous rentrons à la maison. Une maison qui semble soudain moins vide, moins froide. Une longue route de guérison nous attend, mais aujourd'hui, nous avons fait le premier pas. Nous avons commencé à recoudre une plaie qui semblait irréparable. Et peut-être que la nouvelle peau qui se formera sur la cicatrice sera plus forte qu'avant.